pourquoi il faut investir en RDC aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais en une phrase? Il faut couper. Et pour un investisseur qui hésite encore, quel serait ton argument le plus convaincant? Quelqu'un ne peut pas devenir actionnaire d'une société qui n'existe pas. Mais soyons francs, la RDC a quand même une mauvaise presse à l'international. Qu'est-ce que tes clients craignent les plus quand ils viennent investir en RDC? Il n'y a aucune raison pour que vous qui avez 10 000, 50 000, 100 000 ne puissiez pas investir aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'il faut le faire, pas demain. Bienvenue dans Bani Talks, votre émission et podcast qui parle de business, entrepreneuriat et investissement, sans tabou et sans filtre. Ici, nous discutons sur les opportunités, nous discutons sur les ouvertures que nous avons, non seulement en Afrique, mais en RDC en particulier. Aujourd'hui avec moi, j'ai Christopher Mukoka, entrepreneur, expert en accompagnement des PME et investisseurs. Il est également le directeur gérant de la société B2 Group. Nous allons avoir une discussion sur les aspects d'entrepreneuriat, sur les aspects d'investissement, qui sera à votre disposition au cours de ces podcasts. Christopher, pour quelqu'un qui nous suit, pourquoi il devrait rester jusqu'à la fin de cet échange? Je pense que c'est parce qu'on va dire les réalités du terrain. On va expliquer les choses clairement, sans langue de bois. Et on va, je pense, apporter des réponses concrètes à l'essentiel de leurs préoccupations. Alors, parlons un peu de toi. Ton parcours, comment est né B2 Group? Donne-nous juste un peu un brief sur qui est Christopher. En tout cas, je suis né en RDC. J'ai fait mes études ici, primaire, secondaire, universitaire. Et quand je suis arrivé au bout de mes études, j'avais déjà en tête de quitter le pays. Il était important pour moi d'aller ailleurs parce que je considérais qu'il était impossible d'évoluer ici. On avait trop de retard sur tous les aspects. Et je comparais simplement à mes amis qui étaient de l'autre côté. Sauf qu'à un moment donné, j'ai commencé à avoir un peu un déclic. Et le premier déclic est venu de la mort de mon père, qui est mort en 2015. Je me suis senti incapable de faire quoi que ce soit, alors que évidemment j'étais étudiant. J'ai d'autres grands frères qui travaillaient, qui pouvaient faire des choses, donc je n'avais pas en principe à me plaindre. Mais je me suis dit, en fait, on est dans un pays où il faut avoir de l'argent, il faut avoir un pouvoir financier pour pouvoir influer les choses comme on le souhaite. Être en mesure d'envoyer un proche à l'étranger, faire ceci, cela. Et c'est après ça que je me suis dit, ok, je dois voir avec l'intelligence que j'ai ce que je peux faire ici, maintenant et tout de suite. Et c'est là que le deuxième déclic a eu lieu. Je me suis rendu compte que pendant que moi je cherchais à quitter le pays, il y avait des Chinois de la deuxième plus grande puissance économique mondiale qui voulaient quitter la Chine pour venir en RDC, classé 184e au Doing Business. J'ai commencé à me dire quelque chose cloche. Ensuite, j'ai remarqué, j'ai commencé à me poser la question, mais ils sont où? Je me suis rendu compte qu'ils étaient capables d'aller au fin fond du Kasaï, sans parler le Chiluba, aller à Goma, aller dans des coins très reculés, apprendre le langue ou se débrouiller pour faire du business ici. Donc pour eux, leur prière les emmenait ici, pendant que moi, ma prière m'emmenait aux États-Unis, en France et ailleurs. Donc il y a eu ce déclic-là et j'ai commencé maintenant à observer un peu comment les choses se passaient pour voir un peu les opportunités. Et j'ai commencé par un business de fonds d'investissement spéculatif. L'idée, c'était d'investir en bourse pour compte de tiers. On sait que la RDC est connue comme zone rouge et donc il fallait trouver des courtiers qui acceptaient de prendre l'argent de la RDC et d'investir en bourse. On a commencé par ça. Ensuite, j'ai fait du conseil en investissement et en stratégie d'entreprise. Je travaille beaucoup plus avec les PME. C'est là que je me suis fait mes premiers clients, on va dire. Et progressivement, j'ai évolué. J'ai monté mon propre cabinet. J'ai d'abord rejoint un cabinet monté par un ancien camarade de classe. J'ai apporté la dimension investissement. Ensuite, j'ai monté mon propre cabinet. On s'est développé et puis quand je me suis rendu compte que au-delà des conseils qu'on donnait, il y a des conseils qui n'étaient pas suivis pour plusieurs raisons. Vous savez, quand quelqu'un a besoin d'un business plan, c'est parfois juste pour convaincre un investisseur de mettre de l'argent, c'est pas forcément pour l'appliquer. Et du coup, on s'est dit non, il est temps que nous aussi on puisse monter nos propres business, qu'on puisse les mettre en œuvre et puis de voir ce que ça donne. C'est comme ça qu'on a commencé par le restaurant Coucou, qui est en fait, on va dire, le premier projet interne que nous avons lancé, qui il y a 6 ans aujourd'hui.
Et puis, on a commencé à monter comme ça d'autres petits projets. Et en dehors de ça, on a commencé à investir dans des PME qui existent. Donc, chaque année, on investit quelques billes dans des PME qu'on trouve innovantes et qu'on essaye d'aider à développer. Et c'est comme ça, de fil en aiguille, que voilà, j'ai aussi rejoint la FEC. Je suis vice-président là-bas, en charge, vice-président de la Commission nationale de l'entrepreneur. Et que voilà, j'ai évolué jusqu'à arriver là où j'en suis aujourd'hui. Ouais. Mais qu'est-ce qui t'a motivé à te spécialiser dans l'accompagnement des entrepreneurs et des investisseurs en RDC? Oui, c'est parce que en fait, quand je me suis lancé, c'était il y a, on va dire, 9 ans aujourd'hui, il y avait un gros besoin à ce niveau-là. Même aujourd'hui, il y a encore le besoin. C'est-à-dire que quand on veut lancer une entreprise, on veut démarrer une entreprise, il y a toujours des préalables. C'est-à-dire qu'il faut faire une étude de marché. Est-ce qu'aujourd'hui, il est possible d'aller trouver des données primaires ou secondaires que l'on peut exploiter pour son entreprise? La plupart du temps, ce n'est pas le cas. Si vous vous posez la question du nombre de sociétés de télécommunications, c'est facile, mais le nombre d'entreprises qui sont dans la location de véhicules, par exemple à Kinshasa, bah, vous ne trouvez pas ça comme ça. Il faut faire des recherches, il faut réfléchir dessus. Ensuite, quelle est la stratégie qu'on met en place en fonction de ça? Ce n'est pas tout le monde qui est outillé par ça. Ce n'est pas tout le monde qui connaît les 5 forces de porteur, la réflexion stratégique, distribution, etc. Donc, structurer en fait un projet, c'était une compétence qui était très rare déjà à cette époque-là. Okay. Et il y avait un gros besoin et il y avait beaucoup de gens qui étaient prêts à payer cher pour ça. C'est-à-dire que je me souviens, j'avais un cours justement de projet. Le prof nous disait déjà qu'en fait, il faut apprendre. Et déjà à l'époque, avant même de me lancer, avant de démarrer, j'arrivais à vendre des projets à 30-50 $. Quand j'ai fini, avant de finir l'université, je vendais des projets déjà. Mais quand j'ai fini et que je suis vraiment rentré dans le monde professionnel, on a eu des gens à qui on a vendu à 500 $, à 700 $, à 1200 $ des projets. Donc des gens qui étaient prêts à vous payer pour une expertise claire, clean. Et voilà, c'est comme ça qu'on s'est engouffré là-dedans et qu'on a commencé à travailler. Aujourd'hui, évidemment, on facture beaucoup plus cher parce que évidemment l'expertise aussi a grandi et on essaye d'avoir quelque chose qui soit indiscutable au niveau international. Et aujourd'hui, quelle est ta vision personnelle de l'investissement dans le pays aujourd'hui? Alors ma vision personnelle, c'est que je me dis, comme ce que je me disais avant, s'il y a des gens qui réussissent, pourquoi pas nous? Il y a des difficultés, il y a des problèmes, il y a des choses qui nous empêchent de fonctionner normalement. Mais de l'autre côté, il y a aussi des opportunités. Parce que la réalité, c'est que si on prend Kinshasa par exemple, avec ses 15-17 millions d'habitants, ce n'est pas tout le monde qui va partir. Tout le monde ne peut pas partir, tout le monde ne peut pas voyager. Les gens ont besoin de manger, les gens ont besoin de dormir, les gens ont besoin de sécurité, les gens ont besoin de se déplacer, les gens ont besoin de se distraire. Donc c'est autant de besoins qu'il faut combler et ce sont les entreprises et les entrepreneurs qui doivent le faire. Donc il y a moyen de faire quelque chose. Imaginez que vous avez un produit à 10 $, que vous pouvez vendre une fois le mois et vous arrivez à avoir 10 000 clients, ben, ça vous fait 100 000 $ de chiffre d'affaires par mois. Oui. Donc il y a quelque chose à faire. Donc pour moi, il faut investir, il faut juste le faire correctement, être réaliste tout en étant passionné, mais il faut être réaliste, faire ses emplettes, quoi, faire ses due diligence et avancer. Mais investir en RDC aujourd'hui, parce que on va considérer la réalité actuelle, est-ce que c'est une opportunité ou c'est un risque? C'est un risque, ça c'est clair, c'est un très très gros risque, mais c'est aussi une opportunité parce que le risque, opportunité en général, ça va de pair. Bien sûr. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que si vous êtes à l'étranger et que vous avez la possibilité d'investir dans plein d'endroits, c'est clair que la RDC va vous apparaître comme étant moins attractif, parce que voilà, c'est pas toujours évident. Mais derrière, l'opportunité, le rendement potentiel en vaut la peine. C'est-à-dire qu'ici, il y a moyen de lancer quelque chose, de démarrer quelque chose qui peut vous générer énormément d'argent dans un laps de temps relativement court, parce que justement, tout est à construire, tout est à faire. Il y a pas si longtemps, il n'y avait pas, par exemple, un Zoogle, pour te donner cet exemple-là, à Kinshasa. Il n'y avait pas un coin où on pouvait venir voir des animaux, apprécier, etc. Il n'y en avait pas, parce qu'on a perdu le jardin zoologique qui n'est plus attractif. Mais il y a quelqu'un qui s'est dit, non, je vais créer un lieu où on peut voir quelques animaux et on peut manger tout autour. Vous voyez, ce genre de concept. Donc, il y a beaucoup de place pour ça. Et il y a plein d'idées qu'on peut mettre en place et les développer. Il suffit juste d'être un peu créatif et d'être un peu résilient. Et donc, ce que tu dis, en fait, c'est que le plus il y a du risque, plus il y a une grosse opportunité et donc une possibilité de rendement assez élevée. Oui, exactement. Parce que j'ai envie de dire, quand tout va aller bien dans ce pays, qui vous dit qu'on aura besoin de vous en fait? Quand tout va aller bien et que McDonald's va décider de venir s'implanter ici, est-ce que c'est vous avec votre sandwicherie qui allez concurrencer McDonald's?
Vous voyez un peu? Oui. C'est-à-dire c'est maintenant que McDonald's n'est pas là qu'il faut faire son expérience, qu'il faut essayer de faire quelque chose, de prendre ses marques, de telle sorte que quand demain le pays va aller mieux et que les McDonald's vont venir, que vous ayez les reins solides pour résister. C'est ça le principe. Mais toi, maintenant qui travailles avec beaucoup d'investisseurs, quelles sont les principales erreurs que tu observes chez les nouveaux investisseurs? Oui. Ben, moi, je fais déjà le distinguo. Je me dis, il y a les investisseurs passifs et les investisseurs actifs. Les investisseurs actifs, c'est plus ceux qui vont vraiment aller dans une logique d'entrepreneuriat. Donc, ils vont mettre en place un business, le superviser ou le gérer directement. Eux, c'est un cas de figure. Si je pense ces gens-là, la première erreur, c'est de ne pas faire d'études de marché. Parfait. Et de se confier à des gens qui ne sont pas dans le domaine et qui n'ont peut-être pas d'expertise. Je dis n'importe quoi. Vous voulez démarrer un business de transport et la seule personne à qui vous demandez un avis, c'est votre oncle médecin qui est ici et qui a lancé à 10 ans 2 taxis catch sur le marché qui s'est cassé la figure. Ouais. C'est pas la bonne personne. Il faut chercher quelqu'un, par exemple, qui travaille peut-être avec Yango, qui travaille avec une autre entreprise, etc., pour voir comment ça fonctionne, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Donc, c'est un peu ça, un peu l'état d'esprit. Donc, ça, c'est une première chose. Donc, l'étude de marché, trouver des personnes relais de qualité avec qui discuter. La deuxième chose, c'est de ne pas suffisamment tenir compte des contraintes du pays. C'est-à-dire, autant il faut être passionné parce que c'est notre pays, il y a tout ça, etc. Autant il faut avoir suffisamment de recul pour se dire, il faut avoir tous les éléments en carré pour ne pas être surpris par le fisc, par ceci, par cela. Combien de gens je rencontre? Ils se disent, je vais lancer mon restaurant. Il vient, dans son budget, dans son petit planning, il n'intègre pas le certificat d'homologation, il n'intègre pas la licence d'exploitation qu'il faut payer au niveau du ministère du Tourisme. Parce qu'on ne lui a pas dit. Exactement. Et parce que aussi l'information est difficile à trouver. Il faut qu'on se dise la vérité, ça ne court pas les rues, de savoir exactement qu'est-ce qu'il faut payer, etc. Donc ça veut dire qu'il y a un travail à faire pour s'informer véritablement et le reste. Troisième peut-être erreur aussi qui est faite, et je peux peut-être chuter par là, c'est que les gens qui veulent entreprendre ici, de la diaspora notamment quand ils viennent, c'est que beaucoup ne sont pas entrepreneurs dans l'âme. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se dit, bon, je vais vraiment caricaturer, il ne faut pas le prendre mal, mais c'est quelqu'un qui, voilà, il vit dans un pays qui est plutôt développé, qui marche selon certaines règles, il a appris à évoluer dans ce pays-là, alors sur base de ça, il vient, il veut reproduire ça ici, en se disant, ça va aller, je vais mettre ça. Mais ce n'est pas un entrepreneur là-bas. Il n'a pas un business, il n'a pas un truc, il est peut-être salarié, ou il a peut-être, voilà, il n'est pas vraiment un entrepreneur, mais il pense que ça va être plus facile ici. Alors que ce n'est pas le cas. Donc déjà, la logique là, il va tuer, c'est bien le contraire, il n'y a pas autant d'infrastructures, etc. Et maintenant, les gens parfois n'ont pas cette résilience-là pour comprendre qu'en fait, c'est peut-être pas la première, deuxième, troisième tentative, ça va peut-être prendre 10, 15 tentatives pour que ça fonctionne. Pour que ça marche. Donc les gens doivent aussi avoir ce réflexe-là. Et peut-être la quatrième erreur, c'est aussi le dimensionnement du budget. Tu as quelqu'un qui te dit, il me faut, je veux lancer un restaurant, je veux le mettre à Gombe. Donc, on est à Kinshasa, à Gombe, on est à la capitale de Kinshasa, si on peut le dire comme ça. Quelqu'un veut mettre en place un business là de restaurant et te dit il a $10 000 de budget. Moi je me dis mais tu fais ça comment? Parce que derrière tu as le loyer qui bien sûr. Tu as le fonds de roulement, tu as l'aménagement, tu as tout ça. Donc j'ai envie de dire même avec tes 10 000, peut-être tu as juste le loyer et que tu as payé la garantie locative. Tu vois, mais les gens parfois ils ne réalisent pas qu'en fait, quoique le pays soit un pays entre guillemets dit pauvre, mais en fait vivre dans nos villes coûte extrêmement cher. Les gens ne réalisent pas ça. Il y a ici des maisons, des villas qui sont vendues plus cher qu'à New York. Bien sûr. Donc les gens doivent réaliser ça et en tenir compte pour la suite. Et ça, donc ça relève un peu de ce que tu as dit au début, ce n'est pas faire cette étude, et donc à la fois l'étude du marché, mais aussi l'étude de l'environnement et de l'écosystème aussi où on évolue. Mais pour toi, à quoi ressemble un échec d'investissement? Comment tu définirais un échec d'investissement? Bon, comme je pense Nelson Mandela l'a dit, il n'y a pas d'échec, soit j'apprends, soit voilà. Il a un bon dicton, donc moi je suis un peu dans cette logique-là. Mais pour moi, un échec, ce serait, voilà, quand je mets $100 000 sur la table pour un investissement et que je m'attends à avoir un retour au bout de 12 ou 18 mois, donc si je n'ai pas le retour, je peux considérer ça comme étant un échec, ça c'est vrai. Mais maintenant, ça dépend aussi de l'état d'esprit de la personne en face. Aujourd'hui, moi, en tant que gérant de B2 Group, on porte une vision. Cette vision, c'est qu'on veut être l'un des principaux groupes détenus par des Congolais
en RDC, au même titre que tous les autres groupes des expatriés qui ont pignon sur rue et qui ont des activités diversifiées. Nous, on veut être ça. Donc, à partir du moment où on a cette ambition-là, donc on comprend que l'ambition est tellement grande que forcément, on va évoluer en dents de scie à un moment donné. On se cognera la tête, on va avancer, etc. Donc, ayant ce mindset-là, forcément, on comprend qu'on peut faire des années où on fait des pertes. On a intégré ça et on intègre ça dans le processus du succès. Mais c'est clair que si quelqu'un a comme ambition de faire $1000 le mois ou $500 le mois, bon, s'il n'atteint pas ça, il peut bien comprendre que voilà, c'est peut-être pour des raisons de survie aussi, donc il faut tenir compte de tout ça. Mais pour nous, je considère qu'il n'y a pas vraiment d'échec à partir du moment où on est en pleine marche vers son ambition, son objectif de vie. Ouais. Mais en parlant des B2, parce que tu l'as évoqué, est-ce que tu peux nous partager un cas d'investissement qui a réussi, que vous avez considéré comme une réussite? Déjà, moi je considère par exemple le restaurant Coucou comme étant une réussite. Parce qu'on a réussite en 2015. C'est-à-dire que quand on a créé ce restaurant-là, notre objectif c'était de faire en moins de 3 ans plus d'1 million de dollars de chiffre d'affaires. Bon, je crois qu'on a été trop optimiste, visiblement. Et puis, il s'est fait qu'on n'avait pas le budget pour lancer comme on le voulait. Donc là où, par exemple, j'avais budgétisé, je ne sais pas, 100 000 $, on va dire que j'ai eu peut-être 20 000. Donc peut-être le 5e du budget que je devais avoir. Là où d'autres se seraient découragés en disant, bon, on ne lance pas. Nous, on s'est dit non, on est d'abord entrepreneur, on s'adapte. Avec ce qu'on a, on fait ce qu'on peut. Donc ça nous a un peu retardé sur notre progrès. Mais au moins, pourquoi j'appelle ça une réussite? Parce qu'aujourd'hui, Coucou, c'est quand même plus de 7000 clients servis. C'est chaque mois plus de, je crois qu'on dépasse les 1000 commandes servies. On a servi des autorités, on a servi pratiquement toutes les personnes qui sont dans les banques, etc. Une grande partie. On est entré partout, j'ai envie de dire. Et quand on a les retours clients des gens qui vous disent, voilà, on est satisfait, c'est super, vous êtes les meilleurs, faites ceci, ça vous donne un certain sentiment qui permet de vous maintenir. Parce que vous savez que vous tenez un produit qui fonctionne, qui marche. Même sans publicité, on a des ventes. On n'a jamais fait une journée sans vendre. Jamais. Je crois que dans toutes les licences de Coucou, on a peut-être fait juste 4 jours. Donc en 6 ans, on a peut-être fait 4 jours où on n'a pas ouvert, où on n'a pas servi. Une journée parce qu'il y avait Covid qui s'était annoncé, donc on a fermé parce qu'on ne savait pas si on allait fermer ou pas. Exactement. Une journée parce que bon, c'était décembre, il fallait laisser l'équipe souffler un peu. Donc on est dans ces 4 figures-là essentiellement. Donc on a toujours eu des clients qu'on a servis qui sont satisfaits. Mais ce n'est pas dans une journée où il n'y a pas eu de clients, il n'y a pas eu de demandes. Non, on n'a jamais eu ça. On n'a jamais eu ça. Donc ce qui prouve encore qu'il y a un besoin, il y a des choses et que quand on fait quelque chose correctement et qu'on met le cœur à l'ouvrage, on a du résultat. Mais ça veut dire que ça c'est une entreprise privée du groupe, mais comme vous accompagnez aussi d'autres, que ce soit des investisseurs, d'autres entrepreneurs, est-ce que vous avez aussi des exemples d'investissements que vous avez accompagnés qui ont réussi? C'est vrai que, bon, malheureusement, il y a des choses, on ne sait pas le dire, parce qu'on signe à chaque fois des clauses de confidentialité. Mais je peux donner un exemple peut-être d'un business qui n'a pas réussi. Je vais donner l'exemple d'un business qui n'a pas réussi, je vais vous dire pourquoi, en grande partie. On a accompagné il y a quelques années un groupe de Congolais de la diaspora des États-Unis qui voulait mettre en place ici au Congo une boulangerie. Une boulangerie spécialisée. Donc, on les a aidés à monter, à faire le business plan et autres, à faire les études et à faire le business plan. Mais on s'est limité là. On voulait également les accompagner sur les premières phases opérationnelles pour roder un peu l'équipe. Mais bon, pour des raisons de budget, comme je l'ai dit, on ne facture pas, facture pas $1, on facture un peu plus. Ça faisait que ça, on ne pouvait pas avancer. Mais on s'est proposé de rester quand même pour donner des conseils de temps en temps. Le business a commencé. Ils ont eu leur premier challenge et le challenge principal, c'était le challenge du personnel. C'est-à-dire que ce n'était pas le problème de l'idée, ce n'était pas le problème des études, ce n'était pas le problème du besoin, c'était le problème du personnel. Et c'était le problème du personnel à partir du gérant. Oui. Et ça, c'est la capacité. Oui, c'est-à-dire le gérant n'était pas la bonne personne. Donc, d'un point de vue compétences, etc., c'est quelqu'un qui apprenait sur le tas. Ça, c'est une première des choses. Deuxième chose, c'est qu'il y a eu des malversations. Parce que les personnes n'avaient pas la possibilité d'être sur place et superviser à distance et ne supervisaient pas comme il fallait. Donc, il y a eu des malversations, il y a eu des fonds qui n'ont pas été donnés. Voilà, au fur et à mesure, on met de l'argent, finalement, on arrête. C'est-à-dire qu'en fait, le problème, ce n'était pas tant le pays, c'était plus au niveau de la gestion des ressources humaines. Et c'est souvent le cas, en fait. C'est que vous avez des entreprises qui sont mises en place, que les gens lancent, et ça ne marche pas
parce que soit eux-mêmes ne sont pas suffisamment impliqués, soit eux-mêmes n'appliquent pas leur propre plan, soit eux-mêmes n'ont pas suffisamment de flexibilité pour se dire « Ah bah tiens, c'est le plan, mais je peux glisser à 15 degrés tel élément. » En fait, l'âme d'entrepreneur. C'est ça. C'est ça qui manque. Le projet peut être bon, mais l'âme d'entrepreneur, c'est souvent ça qui pose problème. Mais néanmoins, nous avons, on va dire, nous en tant que B2 Group, accompagné quand même des sociétés, parce que la plupart des sociétés qu'on accompagne font entre 50 et 1 million. Mais évidemment, ce n'est pas des sociétés qu'on accompagne à réussir. Ce sont des sociétés qui ont déjà réussi, entre guillemets, et qu'on accompagne pour à scale un tout petit peu, à passer de 50 à 100 000, etc. C'est un peu ça le travail qu'on fait. Mais parce que tu as évoqué le pays, donc ça veut dire que le problème n'est pas forcément l'écosystème ou l'environnement. Des fois, c'est un problème aussi lié soit au mindset ou à la capacité de gestion des gérants. Mais soyons francs, la RDC a quand même mauvaise presse à l'international. Qu'est-ce que tes clients craignent les plus quand ils viennent investir en RDC? La corruption, la sécurité d'investissement, la sécurité juridique, de se dire que si jamais demain il signe un contrat par exemple avec l'État ou avec une grande boîte, si la grande boîte ne respecte pas et qu'on va voir la justice, est-ce qu'ils seront remis dans leurs droits? Donc les gens aussi regardent ça. Ce qui embête aussi les gens, c'est le côté infrastructure. C'est de se dire qu'en réalité, si vous devez mettre en place une usine en RDC, vous devez trouver une solution pour l'alimentation électrique, ce qui vient augmenter le minimum à investir. Parce que vous ne pouvez pas compter sur la STEM, visiblement. Donc tout ça, en fait, vient casser en fait, le dos à toutes les personnes qui ont des budgets très faibles pour se lancer, en réalité. Alors, toutes les personnes qui ont des budgets plus élevés pour investir ont le choix entre la RDC et ailleurs. Exactement. Et ceux qui n'ont pas le moyen, n'ont pas de solutions, ils sont bloqués. C'est pour ça que nous, on invite beaucoup les gens à se mettre souvent ensemble pour avoir des projets un peu plus pertinents, avoir un capital plus élevé et des projets un peu plus pertinents. Mais c'est grosso modo ces éléments-là qui reviennent souvent. Mais à ce niveau-là, ce que je peux dire, c'est que, j'ai envie de dire, dans le désert, on ne vient pas planter des manguiers. Oui, c'est ça le principe. Sauf si on est à côté d'une oasis, c'est là qu'on va mettre un manguier parce qu'il y a de l'eau à côté, etc. Mais dans le désert, on plante des cactus, on cherche des arbres, des plantes qui peuvent s'adapter au désert. La RDC est comme elle est. Donc, si vous voulez investir ici, posez-vous la question de ce que vous pouvez mettre en place ici qui va fonctionner. Ne vous dites pas, voilà, moi j'ai un business qui marche bien à Paris, qui marche bien à New York, je vais venir reproduire ça ici directement. Non, non, non. Il faut réfléchir à ce que ça peut fonctionner. C'est ça aussi souvent le problème. Les gens viennent déjà avec leurs solutions et viennent les confronter directement à la réalité. Ça ne marche pas et puis, c'est les pays. C'est tout le pays qui va pas. Alors que d'abord, il y a aussi une responsabilité individuelle. Exactement. Exactement. Mais et qu'est-ce que toi tu leur dis pour déconstruire un peu cette image de la RDC? Moi, je leur montre les choses telles qu'elles sont. Quand on regarde par exemple mes publications sur LinkedIn, j'aime bien montrer les résultats des entreprises qui sont là. Bien sûr. Il suffit de regarder. Un bon thermomètre d'une économie, c'est la banque. C'est le secteur bancaire. Quand moi je regarde les 3-4 plus grosses banques qu'on a ici au pays et que je me rends compte qu'ils font des bénéfices, je me dis, ça veut quand même dire que ça va. Parce que pour qu'une banque fasse des bénéfices, il y a deux grands produits. Le premier produit, c'est les transactions. Donc il y a des transactions, des produits d'intérêt, crédit et autres, et puis il y a les transactions. Donc si les gens font des transactions, c'est que l'économie bouge, circule. Ça, c'est une chose. Et puis, si les gens prennent des crédits et les remboursent, ça veut dire qu'ils ont quand même les moyens de les rembourser. Ils sont quand même dans un environnement qui leur permet de faire ça. Donc, quand j'en prends qu'une banque fait 500 millions de bénéfices ou 500 millions de CA, je me dis, il y a quand même, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe en bien. Donc, c'est déjà un thermomètre. Donc, moi, c'est des choses que je leur montre. Je leur montre aussi les investissements faits par d'autres. On a des groupes qui ont quitté l'Angola, qui ont quitté d'autres pays pour venir s'installer dans une zone économique spéciale et investir 50 millions de dollars pendant que nous, on se pose la question est-ce qu'il faut investir ou pas. Mais il y a des gens qui viennent mettre 50 millions. Il y a des grandes banques, on peut parler, citer Equity par exemple, qui est venu racheter BCDC, etc. Il y a une autre banque kenyane qui est venue racheter la TMB aussi. C'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui viennent mettre 100 millions de dollars. Moi, j'ai envie de me dire, quand quelqu'un à ce niveau-là veut mettre de l'argent, il ne fait pas une étude sur un an. Il se projette sur 10, 15, 20 ans. Donc, si des spécialistes payés, peut-être, ils viennent d'Harvard, tout ce que vous voulez, arrivent à réfléchir, à se dire qu'il faut mettre de l'argent en RDC malgré tout ce qu'on voit de négatif, alors nous, avec nos petits 10 000, 5 000, 100 000 là, je crois qu'on doit quand même être humble pour se fier un tout petit peu à ce que ces gens-là ont fait. Je suis d'accord. Mais
C'est-à-dire que tu le pitches bien, mais je me pose quand même la question de savoir est-ce que tu as réussi à faire changer l'avis de certains investisseurs qui avaient peut-être peur d'investir en RDC et qui, au bout d'avoir discuté avec toi et de ce que tu leur as donné comme insight, leur ont permis de changer d'avis? Oui, il y a certains qui ont changé d'avis, mais en même temps, c'est là peut-être le problème. Est-ce qu'on a vraiment des investisseurs pros? La plupart du temps, ce n'est pas le cas. La plupart du temps, quand ce sont des investisseurs et entrepreneurs pros, tout est clair. C'est souvent clair. Parce que l'entrepreneur, il comprend déjà la notion de risque, etc. Mais un investisseur qui n'est pas pro, donc c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est peut-être salarié ou qui a juste de l'argent, qui n'a jamais investi, qui ne comprend pas que la notion du risque, que le risque est inhérent à toute activité, bah, c'est compliqué de lui faire comprendre certains concepts. En fait, c'est ça le problème, c'est que les gens ne sont pas éduqués financièrement, ils ne comprennent pas les tenants et les aboutissants. Et donc, c'est ça qui crée, j'ai envie de dire, le gros du challenge de la chose. Mais sinon, quand quelqu'un a ces notions de base, vous revenez un peu sur ça, c'est très clair. Et parce que la personne sait qu'elle investit, elle peut perdre de l'argent. Ça fait partie du jeu. On n'arrive pas à faire 100 000, 200 000, 300 000, 1 million comme ça, par hasard, sans prendre de risque, c'est pas possible. Mais dans notre pays, on n'a pas vraiment cette, je ne dirais pas la culture, mais il n'y a pas encore un afflux d'investisseurs internationaux qui viennent investir en RDC à cause de tous les risques, ce que tu viens de peindre un peu de l'écosystème. C'est-à-dire que notre écosystème dépend donc un peu des investisseurs qui ne sont pas en réalité des investisseurs, mais qui ont un peu d'argent en banque, ainsi de suite, qui peuvent mettre de l'argent pour faire avancer l'économie. Et ici, je vois en grande partie aussi la diaspora qu'on ne peut pas négliger. Donc, quand je vois ça, je me dis, quelle est la stratégie qu'on peut mettre en place pour capter ces fonds? Parce que ça veut dire qu'on a des gens qui ne sont pas investisseurs, mais qui ont des fonds et qui peuvent être prêts et partants à les investir. Quelle est la stratégie qu'on peut mettre en place pour capter ces fonds? Moi, je me dis souvent, parce qu'on dit, à chaque fois qu'il y a un problème, il y a une opportunité derrière. Et quand il y a une opportunité, il y a en principe des entrepreneurs. Ce qui nous manque, je pense que ce qui nous manque beaucoup en RDC, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'entrepreneurs. C'est peut-être méchant, c'est peut-être pas... c'est ça le sentiment que j'ai. Il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs. Il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs de croissance. Il y a beaucoup d'entrepreneurs de subsistance. C'est-à-dire qu'il y a le chômage est énorme. On sait pas, on m'a refusé à la banque ou pour une raison ou une autre, je ne sais pas aller à tel endroit. Bah, je crée un petit business et puis c'est tout. Donc on fait de la subsistance, mais on n'est pas dans cette logique-là. Et ça a un impact parce qu'en fait, même une banque, c'est un business. C'est le fruit de l'aventure entrepreneuriale de quelqu'un. Donc même un fonds d'investissement, c'est aussi un business. Combien d'entrepreneurs se lancent dans les fonds d'investissement? Il n'y en a pas assez, parce qu'il y a moyen de capter cet argent-là. Bien sûr. Et donc, je me dis juste qu'il manque beaucoup de gens dans la finance, et peut-être fintech, finance, etc., pour trouver des solutions et voir dans quelle mesure capter ça. Nous, on essaie à notre niveau. On est en train de mobiliser un petit fonds de 100 000 pour investir dans l'économie. On essaye de le faire à notre niveau, à notre échelle, et de progresser petit à petit. Mais derrière, c'est une chose que de mobiliser ces fonds. C'est une autre chose que de les investir. On va mobiliser 10 millions de la diaspora. On va investir dans quel PME? Formel, pas formel, des gens qui n'arrivent pas à faire 1 000 $ par mois, on fait quoi? C'est ça aussi la problématique, parce que derrière, on doit être en mesure de montrer un pool d'entreprises dans lesquelles on peut mettre de l'argent. Or, comme on le dit, l'essentiel de notre économie, 80% de notre économie formelle est détenue par des étrangers. 80% de notre économie formelle est détenue par les étrangers. Donc le reste, voilà, c'est des petites boîtes. Et les boîtes qui s'en sortent n'ont pas forcément besoin d'argent. Si moi j'ai une boîte qui tourne, pourquoi je vais m'enquiquiner d'avoir des investisseurs qui vont venir me mettre 50 000, 100 000 alors que je peux avoir du crédit bancaire, je peux me débrouiller, je peux avoir d'autres éléments, je peux trouver un partenaire qui me met de l'argent. Parce qu'il faut bien comprendre, ce n'est pas tout le monde qui a envie que les gens entrent dans son entreprise, achètent des parts de son entreprise. C'est ça aussi la problématique. C'est-à-dire qu'il y a une culture à installer, à la fois au niveau de ceux qui doivent être investisseurs et à la fois au niveau des entrepreneurs eux-mêmes. Il y a quelque chose qu'il faut créer, un pont, il y a une attitude, il y a une confiance, il y a des pratiques qu'il faut mettre en place. Et jusque-là, on n'y arrive pas. Mais avec tout ça, qu'est-ce qui continue à motiver la diaspora? Parce que je vois que tu travailles beaucoup avec la diaspora. Ouais. Qu'est-ce qui continue à motiver la diaspora de venir investir en RDC? Je pense que le premier élément, en tout cas, parce qu'on a un tiers de nos clients qui sont quand même des gens de la diaspora, ils sont issus de la diaspora. Ce que je remarque, c'est qu'avec les discussions qu'on a, beaucoup ont de l'amour du pays.
Ils ont ce côté patriotisme. Voilà, il y a un patriotisme de se dire, certes, je suis aux États-Unis, certes, je suis à tel endroit, mais le Congo, c'est chez moi. Alors, ceux qui ont beaucoup de moyens, ils n'investissent pas le gros de leurs moyens au Congo. Ça, je peux le dire sans embâche. Ils vont prendre 10% de leurs moyens, ils vont essayer d'investir dedans. Mais au moins, ils investissent parce que c'est chez eux. Ils veulent faire quelque chose là-bas. Ils veulent marquer, ils veulent changer un point. Ils veulent voir s'ils peuvent aussi tirer profit. Parce que de là où ils sont, ils voient aussi des expats qui viennent et qui font des choses. Exactement. Donc ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est aussi le côté, j'ai remarqué, le sentiment de on n'est pas chez nous là-bas. Je construis ici. Mais demain, bon, vous savez, l'extrême droite en Europe, les gens se posent des questions, on va peut-être nous demander de partir. Vous mettre dans l'avion, débarquer. Et donc, les gens se disent, on n'est pas chez nous. Et donc, il faut qu'on voit aussi comment faire des choses chez nous à un moment donné. Donc ça, c'est le deuxième élément. Troisième élément, c'est le côté opportunité en termes de rendement. On le voit bien, il suffit de venir, je ne sais pas, la plupart des gens qui quittent la diaspora, enfin, qui quittent la France, etc., qui viennent ici, et qui font un peu le tour, se rendent bien compte qu'il y a des choses qui n'existent pas. Il y a des choses qui ne sont pas là. Il y a des divertissements qui n'existent pas. Ils se rendent compte de ça et ils voient que c'est une opportunité. Et ils se disent, mais en fait, si je saisis cette opportunité correctement, ben, je vais faire beaucoup d'argent. Combien de Quinois n'ont jamais vu l'océan? On est 17 millions, prenons la fourchette haute, considérant qu'on a 1 million de Quinois qui sont la fourchette haute, parce que 70% sont en dessous du seuil de pauvreté, considérant que les 25%, mettons 1 million, et mettons dans les 1 million 100 000, top. Combien de Quinois n'ont jamais vu l'océan? C'est à quelques kilomètres. Pourquoi? Parce que peut-être que les circuits touristiques ne sont pas suffisamment développés, peut-être qu'il n'y a pas suffisamment de communication, peut-être qu'il n'y a pas d'assurance, il y a quelque chose à faire par exemple à ce moment-là. Et on peut réfléchir comme ça pour plein d'autres choses. Donc les gens aussi arrivent à voir ces opportunités, se dire, ok, en fait, il faut venir faire quelque chose. Mais de tout ça, de tout ce que tu dis là, avec toutes les opportunités qu'il y a, et ce que la diaspora également voit, quels sont les blocages que tu remarques chez eux, généralement, les gens de la diaspora? Je pense que le blocage, en tout cas pour ceux avec qui on arrive à discuter à un moment donné, on arrive à montrer les choses, on va dire le blocage, d'abord, c'est l'information. L'information. Oui. La plupart des gens n'arrivent pas à accéder à l'information sur le pays, sur les opportunités, dans quoi investir. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai écrit le livre 50 idées de business à Kin et que j'envisage d'écrire une série de livres comme ça pour des villes phares ou des provinces phares. Les gens peuvent avoir une idée de l'économie. On dit voilà, Kinshasa, pardon, c'est 17 millions d'habitants, c'est bien. Kinshasa, c'est autant. Le potentiel. Oui, mais je fais quoi dedans? C'est quelles idées de business que je peux mettre en place? Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui marche moins pour telle raison? Ça, les gens n'ont pas cette information-là. Ensuite, au-delà de ça, des informations sur les études de marché, justement. Ça coûte cher de à chaque fois payer des grosses sommes pour avoir des informations peut-être un peu basiques sur, par exemple, le nombre de supermarchés qu'il y a dans la ville et quels sont les produits phares qui sont vendus là-bas et quelle est l'origine de ces produits. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de banque comme ça de données qui permettent aux gens de pouvoir prendre et de réfléchir un peu convenablement. Et ça vient augmenter, donc ça vient d'abord créer de l'anxiété parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe là-bas. Et ensuite, ça vient augmenter aussi le budget à investir, parce que parfois, l'image qu'on a de la diaspora, c'est de dire c'est les gens qui sont plats aux as, qui ont beaucoup d'argent. Qui peut se permettre de sortir $1 000 comme ça. Je ne sais pas, il y en a sûrement. Il y en a beaucoup, mais je pense que beaucoup sont dans une situation aussi où ils ne sont pas en mesure de sortir 10 000 euros comme ça, comme si c'était des cacahuètes. Donc c'est bien calculé, etc. Donc ça aussi, ça pose un problème et c'est quelque chose qui freine, je pense, beaucoup les gens. Et troisième élément, c'est le manque de personnes de confiance qu'ils peuvent placer ici. Parce que beaucoup de personnes de la diaspora, même d'ici, ont déjà testé. Ils ont déjà lancé des business. Ça n'a pas marché. Ils ne veulent pas revivre la même chose. Donc, il manque parfois de gens de confiance, de relais. Et ça, c'est des grands blocages. Parce que tu parles de confiance. Qu'est-ce que toi, alors, tu leur dis? Je veux dire, quand je dis toi, je vois aussi le groupe B, tout. Qu'est-ce que vous leur dites alors qui leur donne confiance à investir ici? En tout cas, moi, je suis clair avec les gens. J'essaie de faire comprendre aux gens, le pays comme il est. Il n'est pas facile, il faut s'adapter. Mais maintenant, moi, mes recommandations sont souvent les suivantes à l'égard de la diaspora. C'est de dire que si vous voulez lancer un business que vous allez gérer à partir d'ici et que vous avez un budget qui est inférieur à 100 000 $, assurez-vous d'être sur place. Ou assurez-vous d'avoir la possibilité de venir régulièrement pour superviser. C'est important.
Si vous êtes au-dessus de 100 000, alors vous avez la possibilité d'engager une équipe un peu plus structurée, et vraiment un comité avec un responsable financier, un responsable ceci, un responsable cela, qui vous permet d'avoir un suivi beaucoup plus professionnel de la chose. Parce que parfois on se dit, oui, voilà, on est prêt à payer des salaires très bas, ou à ne pas mettre les gens dans les bonnes conditions en pensant que ça va produire des résultats pertinents, alors que ce n'est pas le cas. Donc si vous avez un budget plus important, ça vous laisse la marge de manœuvre pour faire le nécessaire. Si vous ne pouvez pas venir et que vous n'avez pas un budget très important, vous devez privilégier des idées de business ou des business qui ne nécessitent pas une présence permanente et trop de budget. Donc ça va plus être soit des investissements passifs carrément, soit des choses un peu dans l'immobilier, de l'achat-revente, des choses comme ça, qui ne nécessitent pas une supervision particulière. Ou du service, tout simplement. Et voilà, ça c'est au niveau de toi peut-être et du groupe, mais de façon collective, qu'est-ce qu'on doit faire pour leur redonner confiance? Parce que je pense que pour moi, la diaspora, c'était quand même une opportunité pour la RDC, c'est des fonds à capter, parce que quand on regarde, j'ai lu un rapport où on parle des milliards en termes de montants d'argent qu'ils envoient au pays chaque année. Et donc ça, c'est des fonds quand même considérables qui sont envoyés que pour la consommation, alors que c'est du capital qu'on pourrait envoyer pour faire circuler dans l'économie et générer plus de revenus. Qu'est-ce que de façon collective, tu penses qu'on devrait faire pour redonner un peu confiance à la fois à cette diaspora, mais ça s'étend aussi à d'autres investisseurs et aux étrangers qui seraient intéressés à investir en RDC? Oui, ben moi je me dis, déjà la diaspora fait beaucoup, parce qu'en envoyant ces ressources-là, quand les gens consomment, une partie de cette consommation-là va dans les business détenus par des Congolais. Exactement. Parce qu'en réalité, il y a un système de ruissellement. C'est-à-dire vous avez des entreprises formelles qui existent là, le gars qui est là touche un salaire, mais ce gars-là, il va de temps en temps acheter des beignets chez la maman du coin, va acheter dans les marchés, va embaucher quelqu'un à domicile, c'est de l'informel en réalité, c'est souvent son contrat, et cette personne-là va aussi payer son loyer, etc. Donc c'est quand même de l'argent aussi qui circule en réalité et qui arrive à atteindre les gens. Maintenant, ce qu'il faut faire pour redonner confiance, en fait, c'est vraiment ce qu'il faut faire pour redonner confiance à tout le monde. Pas seulement à ces gens-là, ou même aux gens qui sont ici. Combien de Congolais touchent plus de 1 000 $, ont la possibilité, mis ensemble, de mettre 100 millions de dollars pour créer une banque ou tout ce que vous voulez, mais ne vont pas le faire. Donc, c'est plus le climat des affaires qu'il faut améliorer, et c'est surtout toutes les composantes, les infrastructures déjà. Il y a des coins du pays où on ne peut pas investir parce qu'il n'y a pas d'électricité. Oui, aujourd'hui, je ne sais pas, j'ai envie d'aller investir en Bujimaï ou dans un coin quelconque et j'apprends que bon, voilà, ça fait 1 mois qu'ils n'ont pas d'électricité. Comment je mets une chambre froide là-bas? Comment je mets une crèmerie? Oui, ça bloque énormément de choses et ça me conduit à aller vers des types de business bien précis où peut-être il me faudra $1 million à mettre. Donc, les infrastructures, ce sont des choses que malheureusement l'État est le seul à pouvoir gérer. La sécurité aussi, la corruption. C'est pas normal qu'on arrive et qu'à l'aéroport, il y a des gens qui nous embêtent, il faut donner un peu d'argent. C'est l'image du pays qui est vendue comme ça, c'est pas propre. Le fait, je reviens sur les infrastructures, on arrive à l'aéroport. Moi, j'ai un proche de ma famille, quand il y a eu les problèmes d'inondation, qui ne pouvait pas circuler, qui ne pouvait pas passer de l'aéroport jusque de ce côté de la ville, simplement parce que bon, il y avait la rivière Ndjili qui débordait. C'est-à-dire que quel est le storytelling qu'on va faire par rapport à ça? Quel est le discours qu'on va donner quand quelqu'un constate de lui-même qu'il n'arrive pas à traverser la ville? Il y a des investisseurs aujourd'hui ou des gens qu'on a pu accompagner qui sont outrés par les embouteillages dans la ville. Ils disent, mais comment je peux être dans une ville où je ne sais pas faire 3 rendez-vous dans la journée qui sont à 3 endroits différents? Parfois même, on est seulement à Gombe, mais je ne peux pas quitter tel endroit, on ne peut pas faire 3. Vous voyez, ça, qu'est-ce que nous, on peut faire à la limite? Ça, c'est vraiment l'État qui doit essayer de gérer un peu ces éléments-là et ça redonnera confiance de manière automatique. Ça, je pense que ça va redonner confiance à tout le monde. Ok. Et quelles sont selon toi, quelles sont les stratégies d'entrée pour un membre ou pour un membre de la diaspora? Je parle de la diaspora parce que je pense que c'est quand même un aspect qu'on ne peut pas négliger. Je vois aussi la distance. Voilà, un membre de la diaspora qui veut investir à distance. Quelles sont les stratégies d'entrée que tu évoquerais pour eux? Bah déjà, je pense qu'il faut avoir du budget. Il faut avoir un minimum de budget parce que le budget, même si on parle d'investissement passif, permet une diversification d'actifs dans lesquels vous pouvez investir.
Je connais des gens qui ont de l'argent dans leur livret A en France et que ça rapporte, je sais pas, 1%, mais qui sont très intéressés ou qui seraient très intéressés de savoir qu'en fait, aujourd'hui, dans notre environnement, il y a des microfinances, il y a des DAT bancaires qui donnent peut-être du 3%, du 4%. Pour moi qui vis ici, 3%, 4% d'un DAT, bon, je trouve que c'est pas assez, Ouais. pas intéressant. Moi, je regarde l'inflation et tout le reste. Mais pour quelqu'un qui est de l'autre côté, avoir un truc à 4% alors qu'il a 1%, je pense que le choix est assez clair. Ouais. Il y a des microfinances qui donnent aussi du 9% l'année. Ah oui. Oui, du 9% l'année. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Pour quelqu'un qui a 100 000, qui met, il sait que voilà, il y a moyen. Et puis, il peut diversifier le risque en mettant un tout petit peu, en diversifiant les microfinances, en mettant 3-4. Et puis, quelqu'un qui est un peu plus riscophile peut maintenant regarder les PME dans lesquelles investir. Et il faut chercher des PME qui sont un tout petit peu au début parce que ce sont elles qui sont prêtes à accueillir les investissements. Ce n'est pas celui qui s'en sort déjà bien que vous pourrez entrer avec des parts intéressantes, etc. Donc moi je me dis, il faut avoir du budget, constituer un budget, s'informer si on veut faire essentiellement du passif sur les actifs qu'il y a, les risques, les avantages et autres. J'ai écrit un livre aussi à ce sujet-là, disponible sur Amazon. Donc il montre un peu les différents actifs, où est-ce que vous allez investir, quelles sont les étapes, quels sont les risques, etc. Vous vous renseignez dessus et ensuite vous passez à l'action, soit de manière directe, soit avec des personnes relais. Parce qu'il y a des investissements qui peuvent être effectués depuis l'étranger. Sinon, vous faites avec des personnes relais sur place. Okay. Et je pense il y a moyen de les trouver en parlant avec les bonnes personnes, en approchant les bonnes institutions. DAT investissement. Ouais. Quand je vois investissement, je vois un peu poser un peu du capital dans une entreprise existante. Ouais. Entre les deux, lesquels tu choisirais ou lesquels tu... Ça dépend de ton profil de risque. Moi, par exemple, ça dépend de ton profil de risque, de tes ambitions, donc de tes objectifs de rendement, on va dire, et puis l'horizon temporel aussi, ça tient compte de ça, et puis des opportunités en face desquelles tu es. Moi, dans ma position, j'ai énormément d'opportunités de mettre de l'argent dans des PME, et j'ai aussi énormément d'opportunités d'investir directement dans mes business. Donc, voilà, ou je ne sais pas, je peux lancer un produit demain qui me permet de faire 100% de bénéfices à la fin de l'année. Donc, c'est beaucoup plus que les 4%, que les 12% que je peux obtenir d'une boîte. Donc, c'est vraiment une question de quelles sont les opportunités qui sont en face de vous. Si vous êtes en Europe et que vous faites de l'investissement immobilier et que vous pouvez sortir dessus un 10% de rendement net, vous comparez ça par rapport à ce que vous pouvez tirer d'ici, etc. Et vous regardez. Moi, en tout cas, en fonction de mes opportunités, je peux investir dans mes business directement et je peux investir dans des PME. C'est plus pertinent pour moi, en tout cas. Quand on est sur terrain, on comprend qu'il y a des opportunités et on comprend qu'il y a des possibilités. Selon toi, qu'est-ce que le média international devrait montrer sur la RDC pour montrer la bonne image, tu vois, du pays? Et voilà, qu'est-ce que tu penses qu'il devrait montrer, sur quoi il devait se focaliser? Bon, je me dis, les médias, c'est un business, hein. C'est ça. Malheureusement. C'est un business. Donc, en tant que business qui ont besoin d'accrocher l'attention des gens, je pense qu'ils savent que psychologiquement, les mauvaises nouvelles vendent plus que les bonnes. Donc, quand on dit, voilà, voici les infos, tout s'est bien passé au Congo, il n'y a pas eu d'incident, tout va bien, les gens ont mangé à leur faim. Ça ne vend pas. Ça ne vend pas. C'est pas accrocheur. Donc, voilà, on dit, il y a eu ceci, il y a eu des vols, il y a eu des machins. C'est ça qui parle aux gens. Et donc, forcément, c'est difficile. Moi, je me dis juste qu'il faut qu'il y ait suffisamment de gens qui essayent de changer le narratif en présentant les choses, pas forcément la bonne image, mais en présentant les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire que oui, il y a 75% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. C'est une réalité. Les gens qui vivent avec moins de $2 par jour. Mais en même temps, il y a 25% de la population qui vit au-dessus du seuil de pauvreté. Sur une population de 100 millions d'habitants, ça fait 25 millions d'habitants qui touchent plus de $2 par jour, qui ne sont pas pauvres. Et 25 millions d'habitants, c'est plus que la population du Gabon, c'est plus que la population du Congo-Brazza. Je pense que c'est 3/4 de la population peut-être du Sénégal, de personnes qui touchent plus, donc qui ne sont pas pauvres, qui sont au-dessus de ce seuil-là. C'est énorme en termes de marché. C'est-à-dire que vous avez un produit que vous pouvez vendre à 1 million de personnes, que c'est pas moi une bouteille d'eau, quelque chose qui peut atteindre ces gens, vous avez de l'argent, vous avez quelque chose, c'est positif. Ces gens-là, si vous les aidez à
se développer, à avancer, ils vont tirer aussi le reste des personnes parce qu'ils vont consommer, ils vont faire des choses, etc. Présentez les choses comme ça, dites les choses réellement, c'est tout. Il y a des business qui meurent, il y a des gens qui échouent, il y a aussi des gens qui réussissent. Même si ceux qui réussissent ne veulent pas dire qu'ils réussissent. C'est exactement ça. Et moi, je pense que c'est ce que tout le monde doit faire, parce que moi, à un moment donné, même je disais dans un de mes posts récemment que tout Congolais est ambassadeur de la RDC. Avec un smartphone, on a la voix, on peut prendre des images, on peut montrer la réalité qui n'est pas toujours une mauvaise réalité. Et je n'en vois pas beaucoup qui les font mieux que toi. Tu as écrit un livre sur les 50 idées des business à Kinshasa. Et dans ces livres, tu montres un peu toutes les opportunités qu'il y a pour faire les affaires à Kinshasa. Mais quels sont aujourd'hui pour toi les secteurs les plus porteurs pour investir en RDC? Très bonne question. Je crois qu'il y a beaucoup de secteurs, mais peut-être je veux revenir rapidement sur ce que tu as dit. Tu sais, moi aussi, je regarde un peu comment le pays fonctionne. Et comme tout Congolais, on sait qu'il y a des difficultés. Je me lève avec beaucoup de... Ça m'énerve, les embouteillages, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Mais seulement si on se focalise dessus, on ne fait plus rien. Exact. C'est ça le problème. Et j'ai pris cet engagement que, en tout cas en ligne, en particulier sur LinkedIn, je vais présenter les choses, je vais essayer de présenter les choses telles qu'elles sont, ou alors positivement. Je dis clairement les choses, c'est un peu le principe que j'ai. Tout à fait. Maintenant, quand on regarde les secteurs, moi je répète souvent que si on regarde la RDC comme un tout, ou même les villes, on a besoin, on a des besoins partout en fait. Prenons par exemple l'alimentaire. Aujourd'hui, au moment où on parle, la RDC est structurellement déficitaire en ce qui concerne le maïs. On n'en produit pas assez. C'est-à-dire aujourd'hui, si vous décidez de mettre en place une usine de transformation de maïs en farine, il n'y a pas assez de maïs produit en RDC pour faire fonctionner votre usine. Moi, j'ai des clients dans ça. J'ai un client qui a une minoterie et qui est obligé de s'approvisionner en maïs de l'Angola. Je connais des gens qui ont des minoteries à Lubumbashi qui sont obligés de s'approvisionner dans le pays voisin. C'est-à-dire que réfléchir à tout ce qui concerne la production agricole, maïs, les denrées qu'on utilise beaucoup, manioc, etc., il y a quelque chose à faire dessus. Le problème, c'est que si on veut être réaliste, c'est pas avec un hectare qu'on fait vraiment une production pertinente. La réalité, si on prend cet exemple-là, le rendement moyen d'un hectare, quand on prend les petits exploitants, c'est moins d'1 tonne par hectare. Tu vois, c'est ça le rendement moyen. Les gens, Zambie, Tanzanie et autres, ils arrivent à avoir les 7 tonnes à l'hectare. Les carrés. Les carrés grands. Donc ça veut dire que les techniques agricoles, il faut vraiment y réfléchir. Il faut réfléchir aux semences de qualité. Et surtout, si on veut faire des larges champs, il faut réfléchir aussi aux routes des certes agricoles. Ces fameuses routes des certes agricoles. Mais de quoi on parle quand on parle de ces routes? C'est-à-dire que vous êtes sur la nationale numéro 1 entre Kinshasa et Matadi. Maintenant, votre champ est, je ne sais pas moi, à côté du jardin botanique, vous êtes à côté, mais entre votre champ et la route, il y a un terrain qu'il faut franchir. Peut-être il y a 3, 4, 10, 15 km, il faut s'éloigner de la route pour ça. Or, cette route-là n'est pas goudronnée, cette route-là n'est pas plate. Quand il pleut, vous ne pouvez pas circuler. Donc, vous pouvez perdre votre production juste à cause de ça. C'est ça aussi dont on a besoin pour avoir des grandes exploitations. Ce qui fait que si vous devez le faire au niveau privé, il faut qu'on parle d'investissement plus important. On ne peut pas être sur du 2 000, 3 000, 4 000. On doit penser 100 000, 500 000, 1 million, 2 millions, 3 millions. Des gros tickets. Ça pertinent, j'ai envie de dire. Ça, c'est juste un exemple. En dehors de l'alimentaire, on a tout ce qui concerne les infrastructures. De la même manière que les infrastructures sont un problème, mais les infrastructures aussi sont une opportunité. Des routes à construire entre un point A et un point B. Souvent avec un modèle qui peut être un modèle PPP, où vous avez les moyens de préfinancer et vous mettez un péage. Il y a moyen de réfléchir aussi sur quelque chose dans ce sens-là pour permettre à ce qu'on puisse avoir des infrastructures. Et moi, je me disais, il faut même aller plus loin. Je réfléchis à un modèle où on laisse le citoyen propriétaire même des artères s'il le faut. C'est-à-dire que moi, si on me dit que je dois arranger, je ne sais pas, à ma campagne ici, la route, et que je dois être propriétaire de ça et qu'on doit cotiser pour qu'une société travaille, je suis prêt à payer et qu'on construit et puis c'est bon. C'est clair et net. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que beaucoup de gens sont dans ça, même des mini-centrales, etc. Il y a moyen de réfléchir à des modèles parce que les gens ont les moyens. Si on a les moyens de construire des immeubles, c'est-à-dire qu'on a les moyens de construire des routes. On a les moyens de le faire. Donc c'est juste qu'il faut trouver un modèle où l'État est partant, tout le monde est partant et tout le monde est en confiance. Donc les secteurs, considérez que tous les secteurs, réfléchissez juste aux besoins des gens. Les gens doivent manger.
maïs, tout ce que vous voulez là, il faut être en mesure de les produire, il faut être en mesure de transformer. Les gens doivent se déplacer. Donc les infrastructures routières, mais aussi les voies, donc on va dire les transports, les véhicules, etc. On en a besoin, il y a un besoin criant ici. Les gens doivent avoir besoin de sécurité. Je ne sais pas si les gens ont remarqué le développement des sociétés de sécurité, le gardiennage. Ouais. Ça s'est développé de manière extraordinaire. Exactement. On profite un peu de l'insécurité que l'on a à gauche à droite. Mais bon, c'est un business en soi que les gens aussi sont en train de mettre en place. Donc les gens ont besoin de distraction. Il n'y a pas si longtemps, je me souviens, dans la ville, si on prend Kinshasa comme exemple, Kinshasa est l'Ouest que je connais bien, mais je connais aussi un peu Goma et autres, les seules distractions, c'était d'aller boire une bière dans une terrasse. Donc, il faut aller boire une bière dans une terrasse, ou si tu peux, tu pars après l'aéroport. Mais c'est quoi? C'est boire une bière et manger un peu des poissons papillotes devant le fleuve, à la limite. Les gens ont besoin de distraction. Les cinémas sont revenus à la mode il n'y a pas si longtemps. Il y a un moment donné, il n'y avait pas de cinéma avant ceux qui étaient là. Donc, les gens ont besoin de voir autre chose, des concepts. Ils ont besoin de manger un peu différent. Ils ont besoin de voir des choses, d'avoir une expérience. Même le côté touristique. Combien de gens ont déjà vu la maison de Mobutu à Bandal? Parce que Mobutu habitait Bandal. Ah oui? Oui, sur Kimbondo. Non, pas Kimbondo. C'est Kimbondo? Oui, je pense que ça doit être Kimbondo. Mobutu habitait Bandal, sa maison est là. Mais combien de personnes ont visité cette maison? Combien de personnes ont visité là où on a assassiné le président Laurent Désiré Kabila? C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de choses touristiques qu'on peut faire, en dehors de juste boire une bière dans une terrasse, qu'il faut développer. Et il faut des gens pour développer ça. Parce qu'il y a des gens pour payer ça. Exactement. C'est ça, en fait, là où il faut qu'on arrive. Et évidemment, chaque ville a ses défis. Il faut bien comprendre ça, c'est très très important. Donc il faut prendre chaque ville avec ses propres défis, les comprendre, les appréhender et trouver des business adaptés à ça. Moi, l'exercice que je fais souvent quand je vais dans une ville, donc quand j'arrive, souvent je prends un motard et je lui demande de m'emmener d'abord dans les lieux les plus chics de la ville. Donc je vais regarder les plus beaux hôtels, qu'est-ce qu'ils vendent, c'est quel prix. Ça me donne déjà une idée sur un peu le pouvoir d'achat, sur comment ça fonctionne. Parce que souvent ça ruisselle un peu. Exactement. Et puis à partir de là, je me pose une question sur qu'est-ce qu'il y a comme business primaire là-dedans. C'est quoi le business primaire dedans? Bon, par exemple, je sais que Mwanda, Boma, bon, c'est le carburant. De contrebande qui vient de là. C'est ça le business primaire. Bon, maintenant qu'on a relancé le port, on voit un peu ce que ça va donner. Exactement. Donc, je me pose cette question et puis je vois un peu qu'est-ce qu'on peut faire tout autour. C'est un peu la réflexion qu'on doit avoir pour chaque ville comme approche et se dire que les gens sont là, les gens ont des besoins et que les gens, on peut résoudre les besoins de ces gens et gagner de l'argent derrière. Parce que tu parles des villes de la RDC, tu as également écrit un livre, Investir en RDC. Oui, ça c'est plus général. Ouais. Et quelles sont les villes pour toi ou les régions qui te semblent particulièrement attractives pour les affaires en RDC maintenant? En tout cas, en ce moment, c'est vrai que beaucoup parlent de Kolwezi, ou là-bas, comme une terre sainte, bénie d'opportunités. Où il faut aller absolument. Et donc, je pense que c'est un point où il faut aller parce qu'en fait, il y a le secteur minier qui fait un boom, qui se développe drastiquement, ça emmène plus de gens et donc il y a des business connexes dont on a besoin. On a besoin d'écoles, on a besoin de restaurants, on a besoin de cercles de jeux. Donc, en fait, là où il y a des gens, il y a des besoins. Pour moi, quand je regarde l'attractivité, je me dis il faut que le business primaire soit bon, soit durable. Donc, le secteur minier ou le secteur minier comme business primaire, il est pertinent. La ville de Kinshasa a l'avantage d'être le centre des institutions et donc ça oblige toutes les grosses entreprises à avoir des sièges ici, à être ici et ça attire tout le monde ici. Donc ça en fait une opportunité. Donc il faut un peu avoir le même réflexe un peu partout. Pareil pour par exemple la ville de Goma qui est frontalière et qui sert aussi, qui permet à partir de là d'acheminer dans les différents autres coins. Donc il faut regarder ville par ville par rapport au business de base. Mais moi je considère aujourd'hui que selon l'activité qu'on veut mener, il y a des villes qui sont un peu plus intéressantes. Kinshasa aujourd'hui, pour moi, ça reste un... Même si ça apparaît comme saturé, c'est ça en fait. On a l'impression que c'est saturé. Non, en réalité, c'est pas saturé. Il n'y a pas assez de restaurants à Kinshasa. Il n'y a pas assez de... Il y a pas assez de boutiques. Il n'y a pas assez de... Il y a le transport. Il n'y a pas assez en fait. Et c'est vrai que les problèmes... il y a beaucoup de problèmes dans la ville, mais ces problèmes aussi font repenser le fonctionnement. Aujourd'hui, la plupart des gens arrivent à concevoir le fait de travailler à domicile. Et ça crée d'autres besoins. Il faut un groupe électrogène, il faut un système, comme ça je suis sûr que j'ai du courant, j'ai de l'électricité, j'ai du Wi-Fi, j'ai tout ça. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en place, il faut juste voir en fonction de qui on est, parce qu'il faut aussi un project founder fit, comme je le disais en off, qui est, je pense, le plus important d'ailleurs. Donc le plus important, c'est vous,
ce que vous êtes capable de faire, votre contexte, et ensuite vous pouvez regarder les différentes opportunités qu'il y a et là où vous pouvez piocher directement. Et comment est-ce que vous au sein de B2, vous identifiez les PME à fort potentiel que soit vous proposez aux investisseurs ou là où vous investissez vous-même? Alors nous, on a comme on va dire, on a notre plan directeur. Il y a des business qui nous intéressent plus que d'autres parce que nous, quand on veut investir dans des entreprises, on cherche des entreprises qui seront encore là dans 15, 20, 30 ans. Et quand on se projette dans ça, on sait que l'immobilier, voilà, les gens auront encore besoin de s'installer. Bien sûr. Mais on sait qu'au vu de comment se présente l'immobilier dans le pays, avec, voilà, on parle même de bulle immobilière, avec des coûts qui sont extrêmement élevés, il y aura des gens ont besoin d'avoir des logements corrects à des coûts qui soient pertinents. Donc il faut réfléchir en mode appartement, réfléchir en mode quitter la ville, ne pas être en centre-ville, être en périphérie ou être beaucoup plus loin parce que maintenant il y a moyen de réfléchir en mode cité avec pas mal de choses. Donc c'est plus sur ça qu'on veut se positionner pour prendre cet exemple-là. Restauration, on veut être dedans. Tout ce qui est alimentaire, on veut être dedans. Mais on veut posséder une bonne partie de la chaîne. Donc on ne veut pas juste être des producteurs parce qu'on sait que quand vous produisez des denrées, les denrées peuvent périr plus facilement. On est dans la tomate par exemple. La tomate, c'est peut-être 11-12 jours avant que ça commence à flétrir selon la variété. C'est pour ça qu'on va par exemple aller faire un projet d'usine de transformation en concentré. Parce qu'on regarde le marché de Kin, on voit que nos mamans achètent des tomates dans les boîtes là, les lignes qu'on découpe d'ailleurs parfois en moitié pour vendre dans certains coins malheureusement. Mais c'est un potentiel, c'est un besoin. Donc on essaye de voir ces choses qui étaient là avant, qui sont là maintenant et qui sont là dans 15-20 ans et on se positionne dans ça. Maintenant, on cherche, parce qu'en fait, j'ai envie de dire, il y a quand même beaucoup de fainéantisme, peut-être une mauvaise mentalité aussi que nous avons ambiante, de manière générale, j'ai envie de dire, voilà, de pessimisme, de tirer vers le bas. Qui fait que si vous faites juste un tout petit peu les choses bien avec sérieux, vous pouvez déjà sortir votre épingle du jeu. Donc ce qui fait que même un business de restaurant simple qui va juste mettre du sérieux pour dire on s'assure que le packaging est correct, que la nourriture ne va pas donner des mots de vente aux clients, que la personne qui répond au téléphone est courtoise, etc. Bah, ça fait déjà une différence et ça vous positionne. J'ai un cas vraiment typique que je peux raconter. J'ai un proche. Quand j'ai un poche de premier degré, qui a une boutique qui fait du commerce classique, des trucs de boutique de quartier, qui faisait autour de 200 à 300 000 francs par jour avec une vendeuse qu'elle avait placée là-bas. Il y a eu un problème d'impolitesse entre guillemets de la vendeuse envers mon proche qui a finalement décidé de revenir et de vendre lui-même. C'est une dame, elle-même, de vendre elle-même. Alors qu'est-ce qui se passe? Dès qu'elle reprend, les 2-3 prochains jours, son chiffre d'affaires atteignait les 1 million de francs par jour. Donc elle est passée en l'espace de moins d'une semaine à un chiffre d'affaires qui a pratiquement triplé. C'était quoi le problème? En fait, le même comportement qu'elle a affiché envers le proprio, c'est ce qu'elle affichait aussi avec les clients. Aucun client qui va venir, qui va poser trop de questions, on va le bouder, on va mal lui parler, on va pas on va pas le considérer, ça crée un impact. Ou bien si un client vient, il y a beaucoup de légèreté, pas de sourire, pas de ceci, pas de cela. Rien que ça, en fait, ça a eu un impact sur les chiffres de l'ordre de, multiplié par 3. Ouais. Donc nous, on se dit, beaucoup de business ici ont ce problème-là. Chauffeur n'est pas correct, serveur pas correct, tel pas correct, tel élément. On cherche des business comme ça qu'on peut essayer de multiplier par 3 rien qu'en mettant un peu de bon sens. Voilà. Et c'est quoi votre ticket d'entrée minimum pour investir via B2? En tout cas, ça dépend des opportunités qui apparaissent parce qu'on a un club d'investissement et on essaye de partager régulièrement des opportunités. Parfois, ça va être... je ne sais pas, mettre 10 000 $ pour l'équipement d'un business. Et comme c'est un club, donc chacun peut souscrire au montant qu'il veut. On peut dire ticket minimum 500. Quelqu'un dit moi je vais mettre 500, moi je vais mettre 2000. Quelqu'un peut dire moi je vais mettre les 10 000 seuls. Il met les seuls. Exactement. Donc c'est vraiment au cas par cas en fonction des opportunités qui apparaissent. Comme dans l'écosystème, on a un petit rôle. On travaille beaucoup avec des incubateurs, beaucoup avec des porteurs de projets. Et comme on a aussi nos propres clients qui peuvent parfois à un moment donné avoir besoin de financement, donc on essaye de faire ce matching-là entre ceux qui ont besoin de financement et ceux qui ont des ressources. À partir du moment où ça match. Parce que parfois les gens ont besoin de financement mais ils ne veulent pas forcément intégrer des projets associés. Ils peuvent dire non, accompagne-moi, que la banque me prête de l'argent.
Accompagne-moi à ce que je gagne tel concours ou bien telle subvention auprès de tel organisme. Accompagne-moi à ce que je mette en place un système de précommande ou de prévente qui me permette d'avoir les ressources pour financer tel élément. Ça aussi, c'est des formes. Okay. Et nous, on accompagne selon les formes. Si ça matche avec les besoins des investisseurs, ben, on fait le match. Ok. Et donc, vous êtes juste au milieu, donc vous faites le pont. Et donc, quand vous dites accompagnement, ça veut dire que vous êtes payé pour le temps que vous mettez sur ces services d'accompagnement, et non pas prendre des parts, que ce soit dans le business dans lequel vous investissez avec l'argent de l'investisseur. Non, c'est du cas par cas. C'est-à-dire qu'on a des cas où, on a des fois où on investit, on a par exemple des investisseurs qui investissent avec nous. Donc nous, on va mettre du cash, ils vont mettre du cash, et on va investir dans un business. Ok. Ouais. Donc dans ces cas, ils mettent du cash dans B2 et c'est B2 qui investit dans le business. Non, ça peut être eux, ils ont mis leur cash. Vous investissez à titre individuel ou on vous crée un véhicule. Donc, et vous maintenant, quand pour le premier cas où vous accompagnez un investisseur pour lequel vous créez un véhicule, comment est-ce que c'est quoi votre relation de partenariat avec cet investisseur? Ouais, donc c'est vraiment comme je disais du cas par cas. Si on peut tomber sur quelqu'un qui dit bon voilà, moi j'ai 100 000 $, je veux investir de manière passive en RDC. Je veux investir soit dans, il décrit les actifs, il va dire ben, j'ai lu le livre, investir en RDC, j'ai trouvé intéressant, moi je veux investir dans du DAT bancaire et des microfinances. Faites le travail pour me trouver les bonnes microfinances, faites-moi le travail pour me faire un plan d'investissement clair avec des simulations de retour. On va facturer nos honoraires. Pour faire le plan d'investissement, autant. Pour opérationnaliser, faire le suivi, autant. Mais ça, on sait que le suivi ne sera pas grand-chose parce que dès que vous mettez, les institutions financières sont beaucoup plus régulées, sont beaucoup plus fiables. Mais au moins, on fait le plan pour permettre à la personne de dire, écoutez, comme le niveau de risque que vous voulez, c'est ça, vous ne voulez pas dépasser ça, bah, voilà, voici 3 institutions de microfinance sérieuses, intéressantes, on a regardé leur historique, etc. C'est bien. Voici une banque aussi où vous pouvez mettre. Si vous dispatchez vos fonds de telle manière, ben en fait, tous les mois, vous aurez tel rendement. Ou tous les trimestres, vous aurez tel rendement. Si on compte le fait que vous allez rapatrier ça, ou alors, pour certains même, ils créent un compte ici et ils vont garder les fonds ici. Parce que rapatrier, il y a aussi des charges, non? Pour, bien sûr. Frais d'envoi. Donc, si vous ne voulez pas rapatrier, donc voici un peu les calculs. C'est clair. Ça, c'est la façon la plus facile quand les gens choisissent cette option-là. Là où ça devient un peu plus compliqué, c'est quand les gens disent « moi je veux investir dans des PME qui existent ». Alors là, c'est quelqu'un qui nous prend directement, lui seul, il vient et on doit gérer son cas. Donc on va commencer par un plan d'investissement en fonction de ses besoins et on va regarder les PME qui correspondent le plus. C'est rare qu'on arrive à faire des campagnes pour dire aux gens postuler parce que ça, bon, dès que quelqu'un a une idée, il va commencer à raconter n'importe quoi. Donc on puise dans notre base de données, on contacte nos partenaires, on va contacter quelques incubateurs, on va demander des dossiers, on va essayer de voir. Et sur base de ça, on va faire une sélection et on va présenter. Et à la fin, la personne choisit elle-même quelle est la société qui l'intéresse le plus. Quand elle fait ce premier choix, ensuite, nous, on va contacter la société pour dire voilà, quelqu'un a manifesté un intérêt par rapport à ça. Si vous êtes intéressé, bah, on peut passer dans une phase où vous montrez quand même vos chiffres, etc. On fait la due diligence. Si la personne est d'accord, on avance, due diligence, on check, on regarde, on s'assure qu'il n'y a pas de risque fiscal, il n'y a pas ceci, il n'y a pas ceci. Bref, on se rassure que pas forcément tout est clean, mais que la situation est connue. Le but, c'est pas que ce soit une société qui fasse des millions, qui soit en bénéfice, non. Qu'on sache juste de quoi il en retourne. On fait ça. Si la personne a un business plan, on lui demande. Si elle n'a pas le business plan, on va essayer de constituer un peu sa vision de manière claire par étape. Il n'y a pas de business plan, mais bon, sur les 6 mois, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous avez besoin de combien? À quoi peut vous servir ceci, etc. Ensuite, on parle de valorisation. Il nous dit combien, contre quoi il peut échanger. On les met ensemble. Voici les éléments de base, analysez. Est-ce que vous êtes toujours intéressé à l'idée d'investir là-dedans ou pas? Oui, ok. Il a proposé ceci, moi je propose autant. Ils discutent, ils se mettent ensemble. D'accord, je suis content. Ils font le deal, ils signent un truc de décaissement et on avance. Le décaissement aussi parfois n'est pas automatique. Parfois le décaissement est sujet à des préalables. Par exemple, il a besoin de 50 000. On dit, ben, comme on sait dans quoi ces fonds seront affectés, ben, on lui finance d'abord 10 000. Ensuite, après un temps, 15 000 en fonction de tel élément. C'est juste pour rajouter des points de contrôle. Exactement. Que la personne n'aille pas se marier avec l'argent de l'investissement. Exactement. Voilà. Donc c'est un peu ces éléments-là. Donc ça, c'est un cas de figure aussi assez classique. Mais un autre cas de figure, c'est nous avons un club. Il y a des gens qui payent un abonnement à une newsletter chez nous, qui les insèrent dans un petit club d'investissement. Ils ne se connaissent pas forcément, ils ne se connaissent pas d'ailleurs. Mais quand nous avons une opportunité d'investissement, une entreprise nous contacte pour dire voilà, je cherche du financement sous telle forme, j'aimerais avoir des investisseurs, on dit ok. On va en parler à notre club. On partage à notre club les informations de base et on dit de combien il faut, de combien on a besoin, voilà les conditions.
Le club manifeste l'intérêt. Si oui, on les met en contact et on les laisse travailler. Vous voyez, là, c'est-à-dire qu'on n'est pas, on prend pas de commission sur, je sais pas moi, le V ou des trucs comme ça. Non. Les membres, le simple fait d'être membre du club, c'est suffisant. On accompagne comme ça. Et puis on a encore un autre cas de figure où les membres du club et nous, on s'est rendu compte que parfois il y a des opportunités qui viennent. Telle boîte a besoin de 100 000 $. Vous êtes nombreux, mais tout le monde d'abord n'est pas intéressé par tel type de boîte pour X, Y, Z raison. Tout le monde n'a pas le temps de lire, parce que chacun fait sa vie. Pas le temps de regarder en ce moment-là pour regarder, lire, etc. Mais il y a un timing. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ah bah tiens, on fait un petit fonds. Et dans ce fonds, on met déjà les critères. On va investir dans tel type d'entreprise. Et donc comme on va le faire, bah, on constitue le fonds. Et le fonds est logé dans un véhicule d'investissement au nom des associés, des personnes en question. Donc c'est même pas chez B2, on n'a pas l'argent. C'est dans le véhicule. Et à partir de là, dès qu'on tombe sur une opportunité qui ressemble à ce que le fonds cible, ben, on fait les études. On envoie juste pour approbation. Si c'est bon, on a le quitus, on finance. Mais quand tu parles d'un club, c'est-à-dire pour faire partie à ce club, il faut payer l'abonnement. Ah, il faut payer. C'est récurrent? C'est récurrent, c'est une fois par an. C'est 39 $ par an. C'est juste 39 $ par an. Okay. On va monter ça à 150 $. Très bientôt. Prochain numéro. Bien sûr, Mais à quoi ressemble votre processus de due diligence? Pour le club, le problème ou le modèle du club est tel qu'on sert plus de courtiers. Dans le club, on sert plus d'entremetteurs. Parce qu'en réalité, la boîte, en général, elle ne paye pas. Okay. Les gens ont besoin de financement, la plupart n'ont même pas les moyens de nous payer. Donc ce qu'on fait plutôt, c'est qu'on essaie de jouer le match et on essaie de juste s'appuyer sur... on s'appuie plus sur les abonnements pour essayer de couvrir un peu les frais, une partie des frais, mais ça ne suffit toujours pas, une partie des frais, des minimums de due. Parce qu'on présente la boîte, on présente les informations de la boîte telles qu'elle nous l'envoie, mais on donne aussi notre opinion. Pour dire, ah ben moi Christopher ou B2 Group, on pense que la boîte est intéressante pour telle raison, elle n'est pas intéressante pour telle raison, attention, regardez ça. Okay. Et ensuite, eux, ils se gèrent. Maintenant, il peut arriver qu'ils concluent pour dire, bon voilà, on veut mettre 15 000 $ dedans, mais on veut que B2 Group, les investisseurs qui se mettent d'accord, le membre du club qui se mettent d'accord, ils disent, bon voilà, mais on veut que B2 Group fasse par exemple tel suivi. Check tous les mois parce qu'on a convenu qu'on ne va pas donner l'argent d'un coup, on va faire ça. Je veux que B2 Group fasse un suivi. Ou alors, quand on va procéder à l'investissement, comme on va devenir co-associé, il faut qu'il y ait inscription complémentaire au niveau du guichet unique. On veut que B2 Group se charge de ça et fasse le suivi, qu'effectivement à la fin, les statuts ont été bougés, etc. Bah là, on vous dit oui, pour qu'on fasse ça comme suivi, bah, on facture et les investisseurs par exemple payent. Ou alors, dans l'investissement, ils intègrent le fait que dans les dépenses qui vont être effectuées, qu'une partie soit allouée à B2 Group pour ce suivi-là. Ok. Et la due diligence du côté d'entreprise, des entrepreneurs? Oui, ça peut même être là-dessus. S'ils veulent une due diligence plus approfondie, on peut nous demander aussi, on va le faire. Ok. Ouais. Ok. Et vous faites aussi un accompagnement juridique? Oui. Il fait aussi partie du package? Bien sûr, avec les partenaires qu'on a, les cabinets partenaires, parce que l'idée pour nous, c'est de vraiment se focaliser sur là où on est le plus fort et le reste, travailler avec les cabinets partenaires. Ouais. Et comment est-ce que vous assurez, par exemple, vous assurez que l'investissement et la transaction est sécurisée, surtout quand ça se fait à l'étranger, enfin de l'extérieur? Oui, quand ça se fait à l'étranger, il n'y a pas de problème. À partir du moment où les documents sont signés, tout est spécifié en général dans le contrat d'investissement. Comment la transaction va se faire, ça va atterrir par où. On a eu des cas où les investisseurs préféraient que l'investissement passe par B2. Donc ils vont payer nous, et ensuite, comme ça, on sert la personne. S'il y a eu des cas comme ça, mais la plupart des cas, c'est des virements qui se font directement. On n'est même pas impliqué dans le process. Donc ils mettent, on nous fait peut-être le mail. Dans le mail, quand il dit on a envoyé, confirmé, bon, on voit le mail en copie, mais on n'a pas touché. C'est plus facile quand surtout les sociétés existent déjà parce que c'est les comptes des sociétés qui sont directement montés. Ça rassure tout le monde. En fait. Exactement. Et comme vous accompagnez aussi des entrepreneurs, quelles sont les lacunes que vous rencontrez généralement chez les entrepreneurs? Les jeunes entrepreneurs ou les gens qui n'ont pas vraiment... Donc, ça veut dire les entrepreneurs qui, soit, tu vois, peuvent bénéficier de ces fonds d'investissement ou voilà. Quelles sont généralement les lacunes que vous retrouvez auprès d'eux? Ouais. Alors, il faut dire que quand j'ai commencé le conseil, déjà en 2016, ça a l'air si vieux alors que c'est pas si longtemps. Quand j'ai commencé le conseil,
connaissant un peu les aspects stratégiques et autres, j'avais déjà mis un cadre de cible. Je m'étais dit, je cible pas les jeunes entrepreneurs. Ok. Parce qu'ils n'ont pas d'argent. C'est les gens, si tu viens, tu lui dis, donne-moi $200, $300 pour faire quelque chose, il n'a pas. Il trouve que c'est énorme. Il n'a pas cette notion d'investissement parce qu'il vient de commencer, il ne comprend pas encore. Donc, les entrepreneurs qu'on accompagne, la plupart, comme je l'ai dit, c'est vraiment des gens qui ont déjà un business qui tourne, etc. Okay. Par exemple, on a, je pense que l'un des plus gros entrepreneurs, on va dire, qu'on a accompagné, c'est l'un des leaders dans la location de mobilier, d'événements ici à Kinshasa. Ok. Ouais. Donc c'est quelqu'un qui, bon, voilà, ils font déjà près d'1 million. Il est aguerri, il sait de quoi il parle. Donc, quand il t'appelle, pour passer à l'étape supérieure. Pour passer à l'étape supérieure et pour l'aider à structurer ce qu'il voit pour l'étape supérieure. Voilà. Parce que c'est quand on est entrepreneur, c'est ça aussi le truc, c'est pas quand on est entrepreneur ou chef d'entreprise qu'on sait faire un business plan, qu'on sait faire un plan. Non, je sais manager mon équipe, je sais faire ce qu'il y a à faire, je sais vendre, je sais faire ceci. Mais s'il faut structurer un plan de développement, etc., j'appelle quelqu'un qui est spécialiste, qui va m'aider à donner forme à mon idée et aider aussi à réfléchir un peu au-delà des schémas classiques que j'ai l'habitude d'employer. Donc c'est plus avec des gens comme ça qu'on avance. Et donc ceux qui dépassent les 100 000, en général, ils ont déjà une idée assez claire de leurs problèmes. Ceux qui ont dépassé les 100 000, en général, ils savent quels sont leurs problèmes. En fait, ils veulent d'abord confirmer que c'est vraiment leur problème. Et puis deuxième chose qu'ils veulent, c'est des solutions pratiques à leurs problèmes. Parce que quand ils parlent avec des gens, quand ils regardent un peu les trucs sur Internet, je donne un exemple, quelqu'un qui fait 100 000 $, qui dit « Je comprends que maintenant il faut une comptabilité formelle. Parce que ça ne suffit plus d'écrire dans le carnet, on a vendu 100 ici, 200. Il me faut une comptabilité formelle, il faut un logiciel. Mais je choisis quel logiciel. Si je vais demander aux gens qui vendent des logiciels, eux ils vont me proposer des logiciels peut-être le plus élevé, peut-être qui n'est pas adapté à mon besoin, etc. Quel est le logiciel qui peut être adapté à ma taille actuelle pour que j'avance? Est-ce que je ne peux pas me faire une étude par rapport à ça ou me proposer quelque chose de pertinent? Est-ce qu'il faut que j'utilise Sage? Est-ce qu'il faut que j'utilise Odoo? Dans quel cas de figure? Donnez-moi un peu que je sache les tenants et les aboutissants. Parce que si je vois les fournisseurs directement, chacun va prêcher pour sa propre chapelle. Tu vois un peu. C'est un peu ce genre de cas. Il me dit, bah écoute, j'ai dépassé les 100 000, mais je suis tout le temps fatigué parce que le business repose trop sur moi. J'ai envie d'avoir une équipe commerciale où je sais que même si je ne suis pas là, ils peuvent être en mesure de vendre. Comment je constitue cette équipe? Comment je choisis les bonnes personnes? Parce que j'ai du mal, moi, à déléguer, j'ai du mal à laisser, j'ai du mal. Tu vois un peu ce genre de problématique. Et toi, tu dois venir dire, bah, en fait, en dehors des personnes, on peut concevoir un système. Réfléchir à un système d'acquisition avec des points actionnables qui ne nécessitent pas d'être extraordinaire. Et puis, on a un point où il y a quelqu'un qui peut être pris et là tu peux mettre le paquet en prenant quelqu'un que tu peux payer un certain prix, que tu vas payer fixe et variable en fonction des résultats. Tu vois un peu ce genre qu'on peut apporter pour les gens comme ça. Et pour ceux qui sont un peu en dessous, qui sont à moins de 50 000 de CA, en général, les problèmes sont souvent au niveau du mindset. C'est le premier problème. C'est la tête. C'est d'abord prendre conscience qu'ils ont entre les mains un produit qui peut être vendu pour plus de 100 000. Réaliser ça. Tu vois quelqu'un qui fait 200 $ par mois, fait 300 $ par mois, ça fait quoi? C'est à peine 3 000 $, 3 000 $ et poussière par an. Toi, tu lui dis, en fait, tu peux faire 100 000. Tu vois, sur le coup. Il y a un blocage mental. Il y a un blocage dans la tête, ça n'arrive pas à concevoir ça. Mais tu dis, mais en fait, regarde ton produit. Donc, le premier problème chez les entrepreneurs à ce niveau, c'est d'abord le mindset. C'est d'être capable de dire, en fait, tu as possibilité de faire plus, donne-toi les moyens, etc. Deuxième problème, c'est la surestimation de leurs besoins de financement. C'est souvent des gens qui pensent que pour faire les 100 000, en fait, il faut que j'achète un équipement plus grand, il faut que j'ai besoin de temps. Alors qu'en fait, il y a moyen de faire travailler le cerveau et de voir comment faire avec le peu qui est disponible. Je te vais te donner une anecdote. Pour te donner un peu par rapport au problème des besoins. J'ai eu un sérieux problème d'électricité au restaurant pendant un bon moment, pendant 2 ans pratiquement. Et la première solution, c'était d'avoir un groupe électrogène beaucoup plus puissant pour prendre en charge de tout. Et on parlait de quelque chose qui devait me coûter 6 000 et des poussières. J'ai avancé comme ça, je n'avais pas les 6 000. Donc j'avance, j'ai trouvé des solutions palliatives, les clients ne sont pas contents, ils sortent avec l'odeur de la nourriture, mais ça crée des plaintes, donc on réfléchit. Finalement, je trouve une solution palliative, je dis bon, on va acheter un groupe électrogène plus petit, je trouve mon équipe, moi trouvons,
Bon, après, quand on est CEO, tout ce qui est positif, c'est moi. Même si c'est mon équipe, c'est moi. Quand c'est négatif, quand c'est négatif, c'est moi aussi qui assume. Donc, autant assumer le positif. Donc, l'extension de mon cerveau a donné des idées. Exactement. Et on a fait quoi? On a acheté un groupe plus petit, plus modeste, mais qui pouvait faire fonctionner des ventilateurs et la lumière à l'intérieur. Donc on a au moins essayé de résoudre un peu le problème de la chaleur. Et pour couper l'odeur entre la cuisine et autres, on a séparé la cuisine directement. Je crois que la fois où tu es venu, je crois que c'était encore ouvert, mais là on a complètement séparé. Donc c'est bloqué. Donc ça permet de trouver une solution palliative. Donc j'avais une solution, c'était de dire il faut un groupe électrogène plus élevé, plus important, mais au finish, je me suis rendu compte qu'en fait avec un groupe de $1000, on peut avoir 2 splits qui fonctionnent. C'est ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, on est en train de fonctionner comme ça. On itère. Donc le mindset de comprendre qu'il faut essayer de faire avec ce qu'on a, c'est, je pense, le plus gros défaut des gens qui sont à moins de 50K parce qu'ils ont besoin d'avoir, donc moins de 50 000, K1000, donc ils ont besoin d'avoir ce retour terrain qu'ils n'ont pas. Et beaucoup aussi, comme j'ai dit, c'est beaucoup d'entrepreneurs de subsistance. C'est en attendant que le PNUD m'appelle et m'offre un emploi de 2000 balles le mois. Donc et ça crée quand même, ça crée aussi des entrepreneurs parfois qui ne sont pas très engagés, qui ne sont pas très volontaristes, qui sont pas très, ils sont ambitieux dans la tête, dans la projection, mais pas dans les actes. Tu vois. C'est-à-dire que moi je dis souvent aux personnes qu'on m'invite pour animer des masterclass, surtout en rapport avec stratégie de croissance et autres. Je dis souvent, c'est parce que vous n'êtes pas désespéré en fait. Quelque part, il y a quelque chose, vous n'êtes pas assez désespéré. Vous n'avez pas faim. Vous n'avez pas faim. Il y a la niaque, elle n'est pas là parce que à la maison tu rentres, tu peux dormir, etc. Exactement. Si tu étais si désespéré que ça, même quand on vient ici, tu viendras avec ton produit, tu vas chercher à le vendre aux gens qui sont là. Tu es capable, si tu as besoin vraiment de financement de ces $10 000 là, de la même manière qu'il y a des gens qui dehors font la mendicité pour demander $10, 500 francs, etc. Tu sortirais avec un pitch deck, un flyers, là où tu as écrit ton projet, ce que tu vas faire, et tu te mets devant un supermarché, quelqu'un passe, tu dis bonjour monsieur, j'espère que vous allez bien, regardez ce que je veux faire, j'ai juste besoin de financement, vous pouvez contribuer en mettant $10, $5. Moi je serais impressionné par quelqu'un comme ça, je donnerais l'argent. C'est-à-dire qu'en fait, c'est parce que tu ne penses pas à tout ça, tu n'es pas désespéré. Exactement. Tu es en train d'attendre projet ceci, on va te financer l'État et tout ça, mais en fait c'est parce que tu n'as pas faim maintenant, tu ne veux pas trouver de solution maintenant. Tout à fait. Voilà, moi ma mère me disait toujours, elle me disait souvent, moi je suis capable de tout faire pour l'avenir de mes enfants. Si je dois pas m'habiller correctement, je ne m'habillerai pas. Si je dois vendre des braises au marché, c'est ça son expression. Ce qu'il faut pour que mes enfants soient bien. On doit avoir ce même état d'esprit pour nos entreprises. Si je dois sortir, faire un projet tremplin, vendre moi-même, livrer, écoute, une fois, je vais à une réunion de haut niveau. On parle de dizaines de milliers de dollars. J'étais dans une belle voiture, là, je termine. Je suis en route, je suis en train de revenir. On m'appelle pour me dire, chef, on a une commande à livrer à Kitambo. Il n'y a pas de livreur. Valeur de la commande, je crois que c'était $8 ou $9. Il n'y a pas de livreur. Je descends, je prends une moto, j'arrive au restaurant, je mets un t-shirt. Je prends la commande, je vais livrer le client à Kitambo. Voilà. Je dépose et quand j'arrive, on vient, on me donne. Je dis, en passant, c'est moi le gérant. Non, mais c'est vous, on aime beaucoup ce que vous faites. On me donne un petit pourboire de 10 000 francs. Je prends une moto, je rentre, j'enlève la tenue, je vais m'asseoir. C'est-à-dire que, est-ce que vous êtes prêt à faire ça? Quelqu'un d'autre se dirait, oui, mais comment on me voit, comment on me regarde? On s'en fout. On est entrepreneur. On n'est pas dans la vente et la beauté. On est là pour faire du chiffre, on est là pour atteindre nos objectifs, c'est tout. Un autre exemple, à l'époque, comme j'ai dit, j'avais rejoint le cabinet d'un ami qui était associé et on devait faire une masterclass. On avait quelques personnes qui nous aidaient à nettoyer un peu, donc parmi les premières masterclass qu'on a pu faire dans nos anciens bureaux. Mais ce jour-là, on a nettoyé nous-mêmes. On a retroussé les manches, on a enlevé les vestes. Moi d'ailleurs, j'aime pas les vestes. Lui, c'est un gars qui aime les vestes, il aime bien s'habiller. Il a retroussé les manches, on a nettoyé à l'eau, on a curé les caniveaux, les toilettes, on a récuré, on a fait ce qu'il y avait à faire. Et d'ailleurs, on a vu qu'il y avait même dans l'immeuble, il y a le numéro 1 d'un des Big Four qui passait, qu'on connaissait, qui passait par là, ça lui aussi son problème. On ne s'est pas gêné. On n'est pas des politiques. On n'est pas là pour on est là pour vendre. C'est ça qu'on. Et moi, je trouve que cet état d'esprit manque. Pour les gens qui sont en dessous de 50K la plupart du temps. Ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas ça.
Et ça m'amène à savoir quels sont les critères qu'un investisseur regarde en premier chez un potentiel entrepreneur chez qui il veut investir. En tout cas, un investisseur pro, en tout cas quelqu'un qui a l'habitude d'un peu de ce milieu, il regarde deux choses. La première chose, il regarde l'entrepreneur et par extension son équipe. Il se pose la question, est-ce qu'il y a un lien entre l'entrepreneur et le projet qu'il veut mettre en place? Ah, je vais lancer un hôpital, une medtech, je ne sais pas moi, un truc comme ça. Tu vas regarder, est-ce que tu es médecin, est-ce que tu as un lien avec ça, ou est-ce que tu t'es formé, qu'est-ce que tu connais de Exactement. ça en fait? On se pose la question. Je vais faire une fintech, on va se demander, bon, est-ce que tu as un lien quand même avec ça, ou tu es suffisamment documenté dessus? On se pose la question de ce project founder fit, extrêmement important. Ensuite, on va se poser la question de tes motivations. Est-ce que tu es suffisamment motivé pour rester dans le projet même quand ça va aller mal? Parce que l'excellente nouvelle, ça va aller mal. Donc il n'y a que sur Excel que tout fonctionne bien. Hein, dans la vraie vie, ça va aller mal. Et quand ça va aller mal, est-ce que tu seras là pour ça? Donc on va s'intéresser sur les motivations. Est-ce que tu pars d'un traumatisme? Est-ce que tu as la niaque? Qu'est-ce qui fait que tu seras là? C'est une chose qu'on se pose aussi comme question parce que personne n'a envie de mettre 5 000 $ dans le business de quelqu'un qui demain peut partir. Peut partir, exactement. Parce qu'on met parce que c'est toi. Quand tu ne seras plus là, rien ne dit que ton équipe pourra faire les choses correctement. Donc c'est un peu compliqué. Donc on regarde ces aspects-là. Et puis on regarde aussi le côté digne de confiance. Voilà, est-ce que si on te donne l'argent, tu ne vas pas aller te marier? Est-ce que tu n'as pas déjà une expérience tu as déjà allé te marier avec ta argent avant? On se pose quand même une petite question dans ce sens-là. Et puis on va se poser aussi une question qui est très fondamentale pour moi. C'est est-ce que tu es capable de t'adapter et d'apprendre? Parce que les épaules dont tu as besoin et le mindset dont tu as besoin pour gérer un business qui fait 1 000 $ par mois, ce n'est pas les mêmes épaules pour un business qui fait 100 000 balles. Exact. Ce n'est pas les mêmes épaules pour un business qui fait 1 million. Il y a vraiment un shift en termes de mindset qui différencie les gens qui font 1 million et les gens qui font pas ça. Je ne sais pas comment expliquer, mais ça se voit, ça se sent. Tu peux être dans un espace où tu as des entrepreneurs qui font que 100 000 et poussière et plus. Ils auront un langage, une attitude différente des gens qui sont à 200, 300 $. Complètement, je sais pas. Et donc on peut le voir même pour quelqu'un qui n'a pas encore... on peut le sentir déjà pour quelqu'un qui n'a pas... Parce qu'on va se poser la question, je vais voir qu'est-ce que tu as déjà fait. Même si le business n'a pas encore été lancé, ce business-là, mais je suppose que tu as déjà fait des choses. Je dois voir dans ton parcours ce que tu as déjà fait qui me montre qu'il y a un potentiel dans ce sens-là. Donc l'entrepreneur, c'est extrêmement important. Et puis la deuxième chose, c'est l'entreprise. Et l'entreprise, on va regarder l'environnement. Est-ce que l'environnement est propice pour ce business-là? Est-ce que le produit est pertinent? Est-ce que la cible est bien choisie? Est-ce que la communication est adaptée? Donc le product market fit. On va essayer de se poser des questions à ce niveau-là. On va se poser la question aussi, surtout sur la taille du marché aussi, très important. Si moi j'ai envie d'investir dans quelque chose qui peut faire 1 million et que toi, ton produit c'est de vendre des cakes dans une école et que l'école n'a que 500 élèves, donc en fait ta croissance est plafonnée si tu n'envisages que cette école-là. Si tu me dis non, en fait, j'envisage d'être dans 15, 20, 30, 40, 50 écoles, ah ben là, je peux voir le potentiel pour me dire, ben en fait, avec les cakes, il y a quelque chose à faire. Donc, c'est aussi ce potentiel-là qu'on essaie de regarder. Et je crois que ça se dit régulièrement dans les milieux start-up et autres, quand il faut choisir entre un bon produit, un excellent produit et une excellente équipe, on préfère une excellente équipe. Parce que même si le produit est minable, l'excellente équipe peut l'améliorer, peut la vendre quand même, peut s'adapter. Alors que si le produit est excellent mais que l'équipe est minable, ça va pas marcher, quoi. Ça c'est très bien dit. Moi, je pense que ça c'est vraiment c'est un aspect à considérer. Et ce que je me dis maintenant, c'est que avec l'actualité actuelle, on risque d'avoir un afflux d'entrepreneurs ou de pseudo-entrepreneurs. Tu vois, on voit déjà l'aide internationale qui est en train de se réduire progressivement. Pour toi, est-ce que tu penses que c'est une opportunité ou c'est une menace pour le pays? L'afflux d'entrepreneurs? Non, l'aide internationale qui s'est réduite. Bon, je me dis que c'est un mal pour un bien. Pourquoi un mal? Parce que bon, moi j'ai des partenaires qui travaillent dans des ONG, dans des programmes, j'ai de la famille, j'ai évidemment des proches aussi qui ont été directement impactés, et des boulots menacés. Donc je comprends très bien le problème, mais en même temps, c'est un mal pour un bien parce que ça doit quand même nous réveiller que c'est pas normal qu'on soit sous oxygène. C'est pas normal qu'on ne soit pas, c'est-à-dire que j'ai rien contre les ONG, mais en même temps, tu vois, si la misère contribue, je suis en train de chercher le bon exemple.
sans qu'on me tape sur les doigts. Sur les doigts. Plus tard. Mais je veux juste dire que parfois j'ai l'impression que la misère, les souffrances, parfois semblent être entretenues pour maintenir des financements d'ONG. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. J'ai parfois cette impression-là. Et donc je me dis peut-être que c'est un mal pour un bien dans le sens où ça peut peut-être pousser à ce qu'on se réveille un peu, à ce qu'on comprenne que les ONG ne vont pas remplacer les business. Les églises ne vont pas remplacer les business. Oui. C'est les business qui développent une nation parce que c'est les business qui créent de l'emploi, qui permettent d'embaucher les gens, que chacun puisse avoir un boulot, un salaire, etc. Et c'est les business formels qui donnent un cadre stable. Parce que quand on est dans un business informel, les chocs peuvent arriver, on vous chasse de la rue, c'est fini. Mais quand on est dans un business qui est formel, qui a toutes les autorisations, qui fonctionne, donc vous avez aussi cette sécurité de l'emploi, un contrat formel, vous avez une assurance, vous avez... Et ça, ce sont les entrepreneurs qui apportent ça. Donc moi, je me dis, ça peut apporter un changement pour des gens qui vont peut-être se lancer en entrepreneuriat, mais que les gens ne pensent pas que l'entrepreneuriat est la seule voie. Parce que je vois bien, qu'est-ce qu'on veut? On veut avoir des revenus. On veut être riche, visiblement. Ou en tout cas mettre la famille à l'abri. Exactement. Pour y arriver, l'entrepreneuriat est une voie, pas la plus simple. Le salariat est une autre voie. L'investissement est une autre voie. L'investissement, ou l'actionnariat si on veut, il faut avoir des ressources d'abord. Et ces ressources-là, on va les prendre soit de l'héritage, si vous en avez et tout le reste, mais sinon ça vient de l'entrepreneuriat ou du salariat. Maintenant, je pense que autant on a besoin d'entrepreneurs, comme je le disais tantôt, autant on n'a pas assez d'intrapreneurs. On n'a pas assez de ces salariés qui sont bons, intéressants, forts et qui peuvent venir lever une PME en difficulté. De ce monsieur-là qui a travaillé en banque pendant longtemps, peut-être comme commercial, qui sait comment on traite avec des clients d'un certain calibre et qui peut aller rejoindre un cabinet jeune comme apporteur d'affaires et tout ce que tu veux, et venir là et commencer à chercher les bons clients pour ce cabinet-là. Tu vois un peu ce que ça peut avoir. Il est salarié là-dedans, il a une partie fixe, une partie variable. Il est salarié, mais il est bien. C'est-à-dire qu'il nous faut aussi des gens comme ça. Il ne va pas aller créer sa propre boîte forcément, mais il va rejoindre une dynamique et venir apporter un plus. C'est ça aussi dont on a besoin. Et quels sont les conseils que tu donnerais à un entrepreneur qui veut rendre son business investissable, si je veux le dire comme ça? En tout cas, j'ai envie de dire, tout dépend d'abord du type d'investisseur que l'on vise. Selon le type d'investisseur, il faut s'adapter d'une certaine manière, mais de manière assez limpide, il faut beaucoup de structuration. Un minimum de structuration, j'exagère. C'est quoi le minimum de structuration? Premier élément, il faut avoir une comptabilité. Un minimum de comptabilité. Je ne parle pas forcément d'un logiciel compliqué, non. Même un cahier où vous notez vos entrées, vos sorties. Ou qu'un comptable peut récupérer, encoder même dans un fichier Excel et sortir vos états financiers pour être capable de dire que le mois de juin, vous avez généré autant, vos charges étaient d'autant, etc. Vous avez besoin d'un minimum de comptabilité. Vous avez besoin d'un minimum de formalisation. Parce que légalement, quelqu'un ne peut pas devenir actionnaire d'une société qui n'existe pas. Il faut quelque chose pour absorber la société. Même si vous allez travailler dans le cadre d'un projet et autres, il faut une société pour absorber ça. Nous, par exemple, la plupart de nos sociétés, quand on les commence, elles sont d'abord incubées dans B2. Donc B2 est quand même là pour assurer, signer au moins le contrat avec la personne, etc. Mais si vous n'avez rien de tel, vous n'avez pas de société, vous n'avez pas de site, comment vous faites? Ça ne sécurise pas la personne en face. Troisième peut-être élément qui rend ça aussi, qui peut vous rendre responsable, c'est d'avoir un compte bancaire que vous alimentez régulièrement. Parce que ce que la banque va regarder, c'est votre historique. C'est pas vos business plans. Ça n'intéresse pas. J'avais fait un commentaire, mais je pense que ça allait être mal perçu. Je veux dire que bon, je suis même pas sûr que beaucoup de banquiers savent vraiment lire un business plan comme il se doit. Je pense pas. Parce qu'ils ne sont pas formés à ça, en fait. C'est pas leur métier. Ils ont des indicateurs, ils ont des indicateurs qu'ils tirent, qu'ils mettent quelque part et qui leur disent si vous êtes bon ou pas. Oui. Donc, c'est pas ça qu'ils regardent. Mais ils vont regarder l'historique. Combien de mouvements il y avait dans votre compte? Est-ce que régulièrement, ça compte? C'est important. Et quatrième élément, c'est qu'il faut avoir de l'attraction. Il faut avoir des chiffres à présenter. Il faut avoir quelque chose. Un business qui a déjà débuté vaut toujours mieux que quelqu'un qui vient raconter sa vie et tous ses projets. Donc quelqu'un qui est capable de dire j'ai vendu le mois passé 100 $, j'ai vendu 50, j'ai fait ceci, j'ai tel nombre de clients, ou qui est capable de dire j'ai pas encore lancé mais j'avais fait une communication et j'ai 100 personnes qui ont proposé d'acheter le produit. Il y a même des gens qui ont précommandé qui m'ont laissé de l'argent. Ah, ça parle.
c'est plus parlant que le meilleur businessman vous raconter comment vous allez atteindre toute la RDC. Ce que ChatGPT peut faire aujourd'hui. Voilà, c'est plus parlant mieux que tout le monde. Voilà, donc c'est plus ça, dans ça qu'il faut travailler. Et pour un investisseur qui hésite encore, quel serait ton argument le plus convaincant? Je pense que mon argument phare, ça va être de regarder le pays sur le moyen et le long terme et de se rendre compte de l'évidence qui est qu'il faut investir dans le pays. C'est-à-dire que j'ai comme l'impression que le développement du Congo est inéluctable. Qu'on le veuille ou pas, le Congo doit se développer. Et le Congo va se développer. Parce que si le Congo ne se développe pas, il y aura beaucoup de morts ici. Parce que les gens doivent manger. Si on ne trouve pas une solution pour nourrir toutes ces personnes, pour assurer un minimum de sécurité, pour apporter un mieux vivre, un bien-être, le Congo va s'effondrer. Or, le Congo ne peut pas s'effondrer. De par sa position et parce qu'on ne veut pas qu'il s'effondre. Donc, c'est sûr, il faut investir ici et contribuer à ce que ça avance. Maintenant, quand est-ce qu'il faut investir? Deux philosophies. La première, c'est d'attendre que la situation s'améliore. C'est-à-dire qu'on ait un meilleur climat des affaires, que tous les griefs dont on parle sur tous les plans puissent être résolus, etc. Résolus comment si vous n'êtes pas là? Bon, par des acteurs externes, des gens qui vont travailler, la population, pourquoi pas? Vous le faites, vous attendez ce moment-là. Si vous décidez de le faire à ce moment-là, sachez que vous ne serez pas seul. Vous aurez une myriade d'autres personnes qui vont venir investir en même temps que vous et qui vous feront concurrence. Est-ce que vous êtes prêt pour ça? Ça, c'est la question qu'il faut vous poser. Ça, c'est un. Deuxième élément, c'est peut-être de se dire, on investit maintenant. Investir maintenant parce que justement, les difficultés qu'il y a créent une barrière naturelle pour toutes les personnes qui ne sont pas suffisamment résilientes, pour toutes les personnes qui ont la possibilité d'investir à plusieurs endroits. Parce que les personnes qui ont la possibilité d'investir à plusieurs endroits ont aussi parfois beaucoup d'expérience aussi. Donc quand ils viennent avec le business, il y a un avantage injuste. S'ils ont déjà plein d'expérience, vous arrivez avec vos premiers 10 000, vos premiers 5 000, vos premiers 20 000. Lui, il a déjà investi en Espagne 50 000, il a déjà investi dans tel pays d'Afrique. Il vient avec une touche, il sait ce qu'il faut, il a une idée. Et c'est un grand avantage. Donc, ça crée déjà une barrière pour lui. Mais vous pouvez être là. Ça vous permet de vous faire la main. Vous n'allez peut-être pas gagner de l'argent, les risques sont là, vous en perdrez peut-être. Mais vous allez vous faire la main, vous allez apprendre et ça va vous positionner pour la suite. Donc, moi, mon argument phare, c'est qu'il y a des gens qui viennent ici, qui investissent, qui se font de l'argent. Pourquoi pas vous? Très bien dit. Pour ton dernier mot, si tu devrais résumer en une phrase pourquoi il faut investir en RDC aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais en une phrase? Je dirais que si des grands groupes qui ont 100 millions, 150 millions de dollars à investir, investissent hier et aujourd'hui, il n'y a aucune raison pour que vous qui avez 10 000, 50 000, 100 000 ne puissiez pas investir aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'il faut le faire, pas demain. Merci beaucoup. C'est bien dit et je pense que la phrase résume un peu notre conversation de plus d'1 heure. Et c'est ce qu'on fait ici sur Banny Talks. L'idée, c'est de comprendre la RDC et l'Afrique en général en la regardant dans un autre angle, en dehors de l'angle générique qu'on nous montre à la télé ou dans les médias internationaux. La RDC est plus que ce que vous voyez. Et ça en est un exemple. Et ma promesse pour vous, à travers Banny Talks, c'est de vous montrer ce que vous ne voyez pas dans d'autres espaces, parce que la RDC a plus de potentiel. Il faut oser, il faut agir, il faut innover. Et c'est ça, Banny Talks. Merci d'avoir été avec nous. N'hésitez pas à commenter, de liker, de partager et continuons notre discussion. Parce que Banny Talks, ce n'est pas une émission ou un podcast seulement, mais c'est une dynamique, c'est une communauté. Restons connectés. À bientôt.